une grande question, alors on en parlera peut-être après par rapport à la philothérapie, mais ça c'est la notion de détachement, c'est quelque chose qui revient souvent en philothérapie, et pour cause, parce que malgré ma capacité à me détacher, j'ai conscience que tout le monde n'a pas cette vocation-là, et que c'est ok. C'est ok, et que du coup je comprends aussi que l'autre qui lui vit dans l'attachement, j'ai pas à le juger pour ça, j'ai pas à lui dire ah tu fais pas bien, dis donc que tu devrais te détacher, tu vas te libérer, parce que si c'est pas son aspiration, parce que j'allais même dire s'il n'en a pas la capacité, mais même ça déjà, ça serait déjà de dire que quelque part, si c'est pas son aspiration, c'est pas son aspiration, et moi j'ai rien à dire là-dessus. Si on doit parler détachement et de ce que ça peut apporter le détachement avec quelqu'un qui a cette aspiration, je le ferai volontiers. Si quelqu'un me dit que pour lui, c'est important de vivre dans l'attachement, le seul truc, c'est j'essaierai de l'amener à être conscient pour lui-même et puis aussi pour tout ce que ça implique. Vivre dans l'attachement, forcément, ça a des conséquences. Mais comme vivre dans le détachement, comme je suis en train de le dire, c'est que je suis quelqu'un de détaché, donc il y a des gens que ça fait souffrir mon rapport au détachement. Faire le choix, Siddhartha Gautama, avant de devenir Bouddha, il a fait le choix de quitter sa famille. Bon, ça a des conséquences, hein. On leur a pas demandé, à l'époque il n'y avait pas de micro, mais on leur a pas demandé leur avis, mais j'imagine qu'au moins pour sa femme, ça a dû être un petit peu secouant, quoi. Ou peut-être pas, ou peut-être qu'elle était ok avec ça, et j'en sais rien en fait. Mais ce que je veux dire, c'est ça, en fait, moi, le truc le plus important, c'est vraiment avoir conscience, de se dire, ok, je peux présenter les choses sous l'angle de je suis le vertueux et l'autre, c'est celui qui est là. Alors qu'en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et que nos aspirations ont des conséquences au sens large, donc ça veut dire constructives et destructrices, sur l'ensemble du vivant. Et qu'à partir de là, c'est un petit peu facile de dire c'est de la faute de l'autre, c'est lui qui fait pas ce qu'il faut. Il a qu'à se détacher, il le vivra mieux. Ouais, il y a peut-être déjà pensé, mais si c'était si simple que ça se saurait. Donc c'est aussi ce côté-là de dire à un moment donné... ok, j'ai fait des choix, ils sont importants pour moi, ils sont structurants, nourrissants, mais ça a des conséquences sur autrui. Sans pour autant prendre plus que sa part de responsabilité, j'assume la mienne. Donc j'assume le fait que je ne suis pas un individu adapté à avoir des relations avec des personnes qui vivent dans l'attachement, sans chercher à dire qu'ils ont tort et que j'ai raison. Ou inversement d'ailleurs. C'est juste que ça ne matche pas, si on peut parler comme ça. Donc autant en avoir conscience et organiser dans une certaine... Enfin, organiser, c'est un bien grand mot, mais essayer de... De toute façon, pour être très honnête avec toi, hein, ça paraît curieux à beaucoup de gens. Je choisis mes séries, mes livres, mes mangas, mes jeux vidéo, et même mes relations humaines, que par le fruit du hasard. Et quand je dis ça, je suis malhonnête parce que personnellement, dans mes croyances personnelles, je ne crois pas au hasard. Quand je vais dans une librairie acheter des bouquins, je les prends comme ça. Ça peut paraître complètement mystique ce que je vais dire, mais je l'assume, c'est juste dingue à chaque fois. Soit ça vient étayer une voie que j'ai déjà empruntée, soit ça vient remettre en cause quelque chose en moi dont j'avais besoin pour continuer d'avancer, soit ça m'ouvre une nouvelle, mais à chaque fois ça résonne à 200%. Mais même des fois c'est juste fou. C'est-à-dire, je peux avoir un questionnement, et tu vois, ça c'est ma pile de livres à lire, et je viens et je le prends. Déjà, c'est des bouquins que j'ai glanés ici et là, parce que des fois je me sens, là, pour le coup, aspiré, et c'est presque au sens propre du terme, dans une librairie. Il faut que je rentre dans cette librairie. Puis je prends les bouquins, et puis je les pose, et puis je les lis pas forcément dans l'ordre, et puis à un moment donné... Mais même des fois, c'est des trucs de dingue, quoi, parce que le titre, il présageait pas que j'allais découvrir ça, et même, je lis même pas derrière, donc... et ça marche. Donc même mes relations humaines, elles sont comme ça maintenant. Je fais confiance à... Et je pense que là, on est dans le domaine de l'intuition pure. Je sais pas comment expliquer, ça sera jamais scientifique ce que je pourrais en dire, mais le pif, quoi, le truc, et pareil pour les relations, les gens, je les rencontre entre grosses guillemets au hasard. Mehdi, qui anime le podcast avec moi, on s'est rencontrés au hasard par l'intermédiaire d'Amir, mais Amir, bon après, il a un petit peu fait les entremetteurs, et il savait qu'on allait matcher, et il avait déjà sa petite idée de nous faire un podcast tous les trois, il ne nous l'avait pas dit, en tout cas pas aussi clairement. C'était un heureux hasard, une anecdote, on part dîner un soir au resto avec Amir, sa copine, bon je trahis rien, parce que là t'enregistres ou pas? Ouais, bon si jamais tu le mets, je trahis rien parce que... t'inquiète. Non, tu peux y aller parce qu'on en plaisante des fois d'envie, on en parle avec une copine du moment. Et sa copine, en fait, pensait que Mehdi et moi, on s'était connus avant de connaître Amir, alors qu'en fait, ça faisait 2 semaines qu'on se connaissait. Ok.
Voilà, c'est le fruit du hasard, entre guillemets. Bon, il y a aussi Amir qui nous connaissait tous les deux, il a eu... Voilà, mais c'est souvent comme ça, en fait, des rencontres comme ça. Et puis, là où avant, je m'imposais des relations humaines, peut-être par devoir. Hein, on se connaît depuis longtemps, et puis ceci, et puis cela. Alors qu'en fait, c'était destructeur et pour l'un et pour l'autre. Il y a un film de Kerry James, le seul qu'il a fait pour le moment, je crois, qui s'appelle Banlieusard, qui justement aborde la notion de choix de manière très très poussée. Et ce que ce film justement, et ce que beaucoup d'œuvres que j'ai pu voir récemment m'ont fait comprendre, c'est que on peut vraiment choisir quasiment tout en fait dans notre vie. On peut choisir tout ce qui nous contrôle, on a du contrôle sur quasiment tout ce qu'on écoute attentivement en fait. On peut vraiment changer en profondeur, que ce soit dans son comportement, dans sa manière d'être, dans sa manière de faire, dans sa manière d'agir. Et tout ça, ça a un impact énorme sur ce qui nous arrive, sur comment on vit les choses, sur comment on voit les choses. C'est un truc tout bête, mais j'ai l'impression d'être l'une des seules personnes à faire ça dans cette ville. Par exemple, la dernière fois, avant-hier, je me suis baladé. J'étais au niveau de la Seine et j'ai vu un vol de mouettes et j'étais complètement enivré, mais presque en extase. Et je voyais les gens passer qui en avaient rien à faire. On est deux. T'as la Seine juste à côté. Je me fais souvent ce cadeau-là, en fait. Hier, j'ai animé un atelier philo, parce que j'anime des ateliers philo aussi bien avec des enfants qu'avec des adultes. Et en l'occurrence, c'était avec des enfants, et c'était sur la notion de liberté. Et à un moment donné, je leur ai posé la question, comment on peut être sûr que ce que l'on pense, c'est nous-mêmes qui le pensons? Alors au début, ils ne comprenaient pas le sens de ma question, donc je leur disais, mais comment vous pouvez être sûr que ce que vous avez dans la tête, ça vient de vous, et non pas ça a été mis à l'intérieur? Et donc du coup, non, c'est sûr, quand je réfléchis, je dis, mais je pose la question, je dis, sans jugement, est-ce qu'il y en a déjà une il n'y avait que des filles, mais souvent les ateliers philo, quand c'est ouvert comme ça, il n'y a que des filles. C'est un triste constat que je fais. Il y avait un garçon, mais c'était dans une médiathèque, il est très vite parti jouer à Fortnite, c'est comme ça. Et bref, et donc je leur dis, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous acheter un vêtement? C'était des filles qui devaient avoir, allez, je dirais, je leur ai pas demandé leur âge, mais 12, 13, entre 12, 13 et 14 ans, de vous acheter un vêtement et plus tard de le regretter. Et il y en a une qui lève la main et qui dit, je dois bien l'avouer, j'ai déjà acheté un sweat Fila, puis après je l'ai regretté parce qu'en fait il était plus à la mode, et donc on a parlé de tout ça, de la mode, et donc je leur ai dit que ça existait, il y avait des techniques d'influence qui existaient, hein, que les publicitaires mettaient en place. Comment on peut expliquer qu'on croit avoir choisi quelque chose et que 6 mois après on n'en veut plus? Je leur cite Oscar Wilde qui disait, la mode c'est quelque chose de tellement immonde qu'on est obligé d'en changer tous les 6 mois. Et donc les autres filles qui commençaient à, moi aussi c'est vrai que j'ai déjà acheté des trucs, des couleurs et tout, puis en fait j'aime pas cette couleur. J'ai dit, mais sur le moment, est-ce que tu avais conscience que tu n'aimais pas cette couleur, ou est-ce que tu pensais faire un choix? Elle dit, en fait non, je l'ai choisi. Je dis, mais du coup comment tu peux savoir que ça vient? Donc on a eu toute cette question, donc ça, je ferai pas tout parce qu'on est parti très loin, c'était très long, mais cette notion de choix, hein, c'est aussi, je pense, l'une des choses qui m'a amené à devenir psychosomatothérapeute. Pourquoi? Parce que, entre autres, le choix, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, la notion de choix. Aujourd'hui, ma conclusion, je pense qu'on a le choix, mais de manière restreinte. Et que pour élargir ces choix-là, il faut élargir en parallèle son champ de conscience. En gros, je me situe un petit peu, si je dois citer des philosophes, entre Spinoza et Sartre. Spinoza qui était plus pour le déterminisme, en gros on choisit rien. Je caricature parce que c'est plus complexe, hein, la philosophie de Spinoza, mais en gros, oui, mais tout est déterminé, on est conditionné à. Ce qui est, dans une certaine mesure, en partie vrai. Et Sartre qui va dire, ne pas choisir, c'est déjà un choix, donc en fait on a toujours le choix. Donc du coup, c'est de se dire à un moment donné, et puis au regard des avancées en psychologie cognitive, qui sont perfectibles au demeurant, mais qui disent, mais en fait, c'est vrai qu'il y a des choses qu'on fait, on n'a pas conscience qu'on le fait, mais par contre on le fait en croyant qu'on a le choix ou pas de le faire. Donc du coup on va se dire, tiens, mais si j'achète ce paquet de céréales, j'ai le choix, je vais devant mon rayon et puis j'ai pléthore de choix, et je choisis cette marque-là, parce que je sais ce qui est bon pour moi ou pas. On pourrait faire le choix de ne pas prendre de petit déjeuner, je dis pas qu'il faut faire comme moi je ne mange rien avant midi, puis encore moins des céréales bourrées de sucre, tout ça, machin. Bon. Aussi parce qu'à un moment donné, j'ai élargi mon champ de conscience et j'ai voulu aller plus loin. Et me dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'on me vend en fait? C'est quoi ces trucs-là? Il y a quoi dedans en fait? Parce qu'ils me disent que c'est super bon pour ma santé.
j'en suis sûr de ça, je peux leur faire confiance. Qui sait? Est-ce qu'ils n'ont pas un intérêt à me dire que c'est bon pour ma santé, hein? On en avait parlé dans Viens, on en parle. Amir avait parlé d'un reportage, alors j'ai oublié le nom, mais sur Arte, comment les publicitaires dans les années 50 ont instauré le petit déjeuner comme le repas le plus important de la journée. Parce qu'il fallait vendre et que dire aux gens, si vous ne pouvez pas le matin, vous allez vous être en mauvaise santé. Et ils ont fait pareil avec les cigarettes, en disant à quel point, alors, argument d'autorité, on met une blouse blanche à quelqu'un, on dit il est médecin, et il va vous dire que c'est bon pour la santé, voire même on paye des médecins pour qu'ils aillent dire que la cigarette c'est bon pour la santé. Bref. Mais tout ça, c'est là où ça devient complexe, c'est que je pense que d'une manière ou d'une autre, alors moi j'ai choisi dans un premier... Enfin, non, c'est pas vrai parce que je le fais avec ma casquette de psychosomatothérapeute, mais je le fais aussi d'une autre manière avec ma casquette d'animateur d'atelier philo et aussi en faisant la synthèse des deux, en faisant de la philothérapie. C'est-à-dire que à un moment donné, j'ai aussi pris conscience que on peut pas demander aux gens d'un claquement de doigts de prendre conscience d'un schéma de comportement inconscient et que c'est un cheminement. C'est un cheminement qui bien souvent nécessite l'accompagnement d'une personne extérieure pour pouvoir se faire. Mais accompagnement d'une personne qui soit suffisamment bienveillante, qui ne soit pas dans le jugement, mais aussi et surtout qui ne pense pas que ses valeurs personnelles sont universelles. Les personnes que j'accompagne au cabinet, je les accompagne en ayant conscience que ce qui vaut pour moi ne vaut pas pour elle et inversement. C'est là où ça devient complexe en fait, cette notion de choix. Moi je condamne jamais, c'est-à-dire que quand quelqu'un me dit je me suis comporté de telle manière pendant tant de temps, comportement addictif par exemple, je sais que la première étape c'est de prendre conscience du comportement, c'est la première étape. Ensuite l'idée c'est de pas non plus mettre la personne en situation d'échec et de dire faut faire des efforts maintenant, vous savez que c'est pas bon pour vous, alors arrêtez maintenant. Il y a aussi quelque chose... Alors, tu disais quelque chose par rapport au fait que tu as grandi à La Réunion et que tu avais... Peut-être qu'il y a déjà l'influence extérieure, les publicités, l'hyperstimulation, le fait que, voilà, on arrive... Les publicitaires sont très forts en manière de technique. Moi, il y a un livre que je recommande souvent, c'est Influence et manipulation, je crois, le titre, qui parle des différentes manières d'influencer. La notion de réciprocité, je vais te donner quelque chose pour qu'ensuite tu te sentes inconsciemment redevable. La notion d'engagement-cohérence, c'est-à-dire à un moment donné, si j'arrive à te faire croire que c'est toi qui avais envie d'aller dans ce sens-là, tu vas être dans une logique d'engagement-cohérence, c'est-à-dire tu dis non mais attends, maintenant que j'ai pris cette voie-là, je peux plus reculer. Ça on y reviendra peut-être, mais cette capacité à se dire je me suis trompé sans s'auto-flageller et en toute humilité, c'est hyper important, hein. On nous apprend pas forcément ça. Mais tu vas voir aussi après tout ce qui va être phénomène de sympathie, de phénomène de rareté, phénomène d'autorité dont je parlais tout à l'heure. C'est un bouquin hyper intéressant qui fait ouvrir les yeux, parce que ça aussi c'est une voie, pas que la lecture, voir un film, voir un documentaire ou autre, qui peut permettre de prendre du recul, d'ouvrir les yeux, d'avoir des clés petit à petit. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas que la thérapie qui peut mener à ça, hein. Il y a tout un tas de... Mais c'est quand même nécessaire que la personne qui nous donne les clés, elle soit pas dans l'attente justement. On parlait d'attente tout à l'heure, j'attends rien des personnes que j'accompagne, j'exige rien d'elles, je veux pas les mettre en situation d'échec, je veux pas leur faire ressentir que... Parce que je sais aussi qu'il y a l'influence extérieure, mais cette influence extérieure, elle vient mettre le doigt sur quelque chose à l'intérieur de la personne. C'est-à-dire ce qu'on peut appeler un sentiment de vide ou de mal-être, ou voilà, quelque chose qu'on cherche à combler de différentes manières. Ça peut être par un comportement de consommation. Je vais m'acheter plein de téléphones, et puis à chaque fois, tous les ans, je vais m'acheter un nouveau téléphone parce que j'ai besoin de ça pour avoir une identité, et puis voilà, comme si en vrai les gens en avaient quelque chose à foutre de savoir quel est mon téléphone, parce que la majorité des gens ils s'en foutent complètement, hein. Mais il y a aussi, et je dis ça parce que je me permets de dire ça parce que j'ai été comme ça, hein. J'ai eu une époque où j'étais complètement débile, je parle en mon nom, mais je changeais de téléphone tous les ans, quoi, en me disant, alors que maintenant je me dis, moi mon but c'est qu'il dure le plus longtemps, quoi. Si mon téléphone il peut faire 10 ans, je suis super content. S'il peut en faire plus, c'est encore mieux, quoi, parce que en même temps à chaque fois c'est le même que j'achète, donc plus ou moins, à quelques détails près. Mais ça peut être des comportements comme ça, mais ou tout simplement un rapport à l'alcool, un rapport à la drogue, un rapport aux relations humaines aussi, que ça soit amical ou en couple. Beaucoup de gens viennent chercher chez l'autre quelque chose qu'ils ont l'impression de manquer en eux. On parlait de résonance tout à l'heure, il y a résonance. Tiens, je vois chez lui quelque chose que je ne crois ne pas avoir. En fait, si je l'aime, il est encore enfoui, enterré. Et c'est là où ça devient complexe, c'est-à-dire que du coup,
Tout ça, c'est plus ou moins des mécanismes de défense. On cherche à combler un vide, à échapper à une souffrance. Certes, maladroitement, et je dis maladroitement parce que c'est inconscient, mais on ne peut pas en vouloir aux gens de chercher à moins souffrir. Dalai Lama qui dit, ce qui fait le lien entre tous les êtres vivants sur cette planète, c'est le fait qu'ils cherchent à moins souffrir. Je suis assez d'accord avec lui là-dessus. Alors après, ils font avec ce qu'on leur donne aussi. Alors quand je dis que je veux pas non plus chercher de bouc émissaire, même les publicitaires, je veux pas en faire des boucs émissaires. Ils font avec les moyens qui sont les siens à l'instant T, qui sont les leurs à l'instant T. C'est-à-dire, à un moment donné, qu'est-ce que je fais, comment, et puis voilà. Bon, il y en a qui en profitent plus ou moins. C'est vrai, c'est un état de fait. Il y en a qui se disent, tiens, mais je parle des publicitaires, ça peut être un gourou aussi. Hein. Ça peut être aussi des thérapeutes, parce qu'attention, il y a des thérapeutes qui instaurent des relations de dépendance. Moi, ce que je dis souvent aux gens que j'accompagne, c'est mon but premier, c'est de me rendre dispensable. Mais sans chercher à vouloir aller trop vite, en respectant le rythme de la personne que j'accompagne. Des personnes, je les accompagne pas longtemps et ça leur suffit. D'autres, il faut plus de temps. D'autres, je suis pas la bonne personne aussi. D'autres, je ne leur corresponds pas. Mes outils ne leur correspondent pas. Ma manière d'être ne leur correspond pas. Et c'est ok. Et donc, dans ces cas-là, c'est aussi de savoir, en tant que thérapeute, dire, tiens, peut-être que je peux lui conseiller quelqu'un d'autre ou pas, ou la laisser partir librement sans la culpabiliser. Je dis ça parce que j'ai déjà entendu des choses qui m'ont un petit peu surprise de la part de thérapeutes qui cherchaient à culpabiliser les gens qui voulaient cesser leur thérapie. À un moment donné, on dit « Ah, c'est pas bien » ou « c'est pas ceci ». C'est plus complexe que ça. Bref, toujours est-il que pour moi, les gens, voilà, ils sont dans cette mécanique-là. Et déjà, la première étape, quand on prend conscience qu'on est dans un schéma de comportement, déjà, il y a une avancée. Maintenant, dire à la personne, maintenant, vous cessez, c'est pas la solution. C'est petit à petit aussi de trouver le moyen de combler ce vide intérieur. Et je vais peut-être utiliser un gros mot pour beaucoup de thérapeutes, mais moi, je pense sincèrement que si le thérapeute n'est pas capable d'aimer les personnes qui l'accompagnent, il faut qu'il change de métier. Je sais que là, je me fais des ennemis en disant ça parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui vont dire non, distance thérapeutique, neutralité bienveillante, patati patata. Moi, je le pense, je l'assume, je pense qu'il est nécessaire d'être capable d'aimer les personnes qu'on accompagne. Parce que l'amour, et je parle pas d'un amour à condition, je parle pas d'un amour où la personne nous est redevable de quoi que ce soit, non, vraiment quelque chose de naturel, où on aime les gens, où on aime les personnes qu'on accompagne, et où on est capable justement de leur faire sentir qu'elles sont aimables. C'est parce que j'ai très vite pris conscience de cette nécessité de s'adapter à la personne qu'on accompagne et non pas de demander à la personne qu'on accompagne de s'adapter à notre manière de faire, aussi qu'a commencé à germer dans mon esprit la philothérapie. En fait, ce qui s'est passé, c'est quand j'ai fait mon cursus dans l'école que j'ai fait qui s'appelle l'EPSA, on nous demandait d'abord de commencer. En fait, c'est une école qui se fait en 4 ans. Les 2 premières années, on nous demande de se former pas de se former, mais de s'essayer à différents types d'approches. Donc ça passe de la gestalt à la psychanalyse, des choses dont j'ai même oublié le nom, pour être très honnête avec toi. Une fois qu'on a fait ces 2 ans où on s'est essayé, on a été initié, donc c'est des balbutiements, c'est vraiment, on se spécialise entre guillemets, on fait des choix. Et moi en l'occurrence, j'ai pris art-thérapie, psychanalyse, thérapie comportementale et cognitive et hypnose et le cursus c'était hypnose, mais je fais aussi de la relaxation parce que la relaxation, enfin je dis ça, je fais surtout de l'hypnose moi, mais bref. Dans la période d'initiation, il était aussi question de s'essayer à des pratiques de groupe. J'ai rien contre ces pratiques, attention, je suis pas en train de dire c'est pas bien, comme j'en ai bien conscience. C'est bien qu'il y ait autant de pratiques que ça parce que il y a des besoins différents, des natures différentes, enfin bref. Mais en tout cas, ça ne rentrait pas en résonance avec moi parce qu'à chaque fois, la personne qui conduisait, comme elle conduisait le groupe, d'un seul coup, elle devenait comme une sorte de détentrice d'un savoir, plus ou moins absolu, mais toujours est-il qu'elle était la référente, celle qui sait pourquoi on peut avoir mal à tel endroit, ou c'est la manière dont il faut aborder telle thématique, ou à quel résultat on doit arriver. Ça me dérangeait un peu. Bref. Mais en même temps, il y avait une partie de moi qui dit je sens l'envie de faire du groupe. Je me suis lancé en individuel, ça se passait plutôt bien. J'ai eu la possibilité
en parallèle de mes débuts, d'être formé aux ateliers philosophiques, donc dans une structure qui s'appelle les Petites Lumières. Et du coup, je me suis mis à faire des ateliers philo, et ça, c'est vraiment parce qu'il y a des années auparavant, j'avais vu un documentaire là-dessus. J'ai dit, oh, c'est formidable. C'est ma femme qui est tombée sur une annonce qui m'a dit, tu devrais essayer. J'ai dit, là, pour le coup, j'ai pas les bagages. Elle m'a dit, bah, tu t'en fous, t'envoies ta candidature. Puis j'ai été reçu par Chiara Pastrioni qui a créé cette structure, et ça a matché en fait. Et elle m'a donné ma chance. Enfin, elle m'a même fait un petit coup de Trafalgar. La première fois que je suis intervenu, je l'avais pas compris comme ça, mais en fait, j'allais faire une conférence sur quelque chose que. Ouais, non, c'était. J'avoue que là, ça a été une étape de ma vie où j'ai dû apprendre à gérer ma peur, parce que j'étais complètement flippé. Hein, bref. Mais bon, ça a été très, très enrichissant pour moi. Toujours est-il que voilà, donc j'avais ces deux activités, que j'ai toujours d'ailleurs, en parallèle, et ça s'est venu un peu naturellement, comme une sorte d'eureka, quoi. Au cabinet, on me demandait de plus en plus souvent, qu'est-ce que c'est le détachement, c'est quoi l'amour, c'est quoi le pardon, des questions comme ça qui popaient, auxquelles j'avais pas à répondre, ou si tant est j'y répondais, enfin, genre, ça c'est personnel, quoi. C'est ma vision de la chose, je peux pas te dire que c'est la bonne, j'en sais rien en fait. En tout cas, elle me correspond, et encore, elle est encore en construction, mais c'était quand même des questions récurrentes, quoi, des questions qui venaient souvent, et les personnes se posaient. Puis un jour, ça m'a fait tilt, je vais prendre ces deux approches et les mettre ensemble, parce que l'approche thérapeutique, c'est surtout que moi, je tiens beaucoup à mon titre de psychosomatothérapeute, non pas parce que ça me conférerait une certaine aura, je ne sais pas quoi, on s'en fout. Non, c'est vraiment dans le titre, c'est psycho, psyché, somato, corps, et l'idée, c'est quand même de faire le lien entre les deux, d'unir les deux, de rétablir le dialogue entre les deux, que ça soit sur le plan émotionnel, ou même si tenté, parce que moi, je fais pas partie des gens qui pensent que tout est psychosomatique, hein, je pense qu'il faut aussi avoir l'humilité de dire non, des fois c'est peut-être juste biomécanique, mais c'est de dire, si c'est psychosomatique, qu'est-ce qu'elle dit cette douleur au genou, qu'est-ce qu'elle dit cette douleur au dos, allons dialoguer avec cette douleur, qu'est-ce qu'elle a, bon, en général ça a du sens, quand c'est psychosomatique ça a du sens, bon. Donc il y a cette dimension-là où dans la philothérapie, on va avoir une première partie qui va être vraiment expérientielle, où là pour le coup les gens sont invités sur des thèmes bien déterminés, donc comme j'ai dit, ça peut être détachement, pardon, mais ça peut aller plus loin, ça peut être tout simplement les émotions. Qu'est-ce que c'est les émotions, se poser la question. Ça peut être qu'est-ce que c'est que... c'est quoi la dernière... Parce qu'en fait, souvent, des fois, les thèmes, c'est aussi apporté par le groupe, en fait. Puis c'est vrai que ça fait résonance avec le groupe. La dernière fois, j'ai fait sur la notion de... j'ai oublié, mais c'était hyper intéressant. Bref, mais ça touche à beaucoup de choses comme ça, qui ont un sens sur le plan du... même si j'aime pas ce terme, parce qu'il est utilisé dans plein de sens qui ne veulent plus rien dire, mais développement personnel au sens... moi, vraiment, ce que j'appelle l'élargissement du champ de conscience, il faut quand même que je le précise, pour moi, c'est pas seulement quelque chose qui va vers l'extérieur. C'est aussi quelque chose qui... En fait, c'est ce que je définis comme un mouvement de double expansion. C'est-à-dire une sorte de... Si tu veux une analogie, c'est... pas tout à fait ça, mais c'est ce qui s'en rapproche le plus, comme si tu tends à la fois vers l'infiniment grand et l'infiniment petit, mais en même temps. Donc tu t'élargis ton champ de conscience au dehors, mais aussi au dedans. Voilà, c'est un seul mouvement, mais double. C'est un peu tordu ce que je dis, mais c'est comme ça que c'est ce que j'entends moi par élargissement du champ de conscience. Bon, conscience de soi et conscience du monde en même temps. Donc tu vas avoir cette volonté quelque part d'accompagner les personnes vers cet élargissement du champ de conscience. Mais le leur, pas une approche universelle. Moi, je vends rien. J'ai mes propres croyances, elles sont les miennes. Je peux les partager si on me demande. Mais je veux dire, je peux comprendre aussi qu'on n'y croit pas, et puis c'est ok. Enfin, j'ai aucun problème avec ça. Je suis pas là pour vendre une croyance. Je suis là pour amener les gens à avoir plus conscience d'eux-mêmes et du monde qui les entoure. Et pour ce faire, donc du coup, on va aborder des sujets comme j'en ai cité, mais on va faire, par exemple, ce que moi j'appelle de la mise en pratique. Par exemple, sur le détachement, je peux faire, si j'ai un groupe, je fais danser 2 par 2 les gens, une fois attachés, une fois détachés. Sur une musique en plus qui va avoir un rythme très lent, puis après très rythmé, comme ça. Si c'est sur le pardon, par exemple, je peux les faire écrire une lettre sur le pardon. Si ça va être sur... c'était la tolérance la dernière fois que j'ai fait. Si sur la tolérance,
Ce que j'ai fait la dernière fois avec le groupe, c'est je les ai fait visualiser. En fait, j'ai fait une sorte d'induction. Alors, c'est pas hypnotique, parce que le but, c'est pas de les mettre en état d'hypnose, mais à dire une sorte de méditation guidée, même si pour moi, une méditation, c'est plutôt quelque chose qui se fait plus ou moins seul, mais il faut bien donner des noms aux choses. Donc, je fais une induction, je les mets dans un état... on va dire, relativement modifié de conscience, où je les ramène à eux, en passant par le corps, ressentir leur corps, être conscient de leur respiration, ce genre de choses. Puis après, je leur fais visualiser une situation où ils ont, en lien avec l'intolérance, par exemple. Ça leur fait vivre des choses, en général, ça secoue émotionnellement. Quand tu demandes à des gens dans ces 2 par 2, attachés, détachés, il se passe des choses en fonction du vécu des uns et des autres. Il y en a qui vont bien le vivre, il y en a qui vont moins bien le vivre, hein, surtout attachés. Hein. Et ça crée des interactions avec soi-même, c'est-à-dire, tiens, qu'est-ce que j'ai ressenti, mais aussi, tiens, comment l'autre il l'a vécu. Est-ce qu'on est tous obligés de vivre la chose de la même manière? Pareil, si tu fais écrire une lettre sur le pardon, c'est pareil en général. Puis il y a le simple fait de savoir que tu es dans un groupe thérapeutique, ça conditionne aussi. Ça aussi, on n'est pas dans la même approche. Ou pareil sur les émotions, je peux leur faire dessiner, par exemple. Ça, c'est des exemples qui me viennent, mais je peux adapter en fonction du groupe, de ce que je crois ressentir du groupe. Et puis, de toute façon, c'est ouvert à la critique. Donc, je propose, on peut me dire non, personne n'est obligé de pratiquer. Mais là, c'est la première partie expérientielle où, quelque part, d'une manière ou d'une autre, on met le corps en implication et on va un petit peu, sans rien attendre, sans obligation de résultat, aller titiller les émotions. Puis après, il y a un partage des émotions. Les gens vont dire, moi, j'ai ressenti ceci, ou j'ai ressenti cela, ou enfin bref. Et après, il y a la deuxième partie, donc là, qui est plus conceptuelle. C'est, du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de cette notion-là en question? Si je reprends le détachement, qu'est-ce qu'on peut dire? Et c'est vraiment de pousser les gens à être conscients d'où est-ce qu'ils en sont, et si possible, de quelle est leur aspiration. Le détachement, comme je disais tout à l'heure, moi je suis quelqu'un de très détaché, j'irai jamais demander à quelqu'un d'être dans cette incarnation du détachement. Moi, quelqu'un qui me dit « Ah non, moi il faut que je vive attaché », c'est ok. Par contre, ce que je l'invite à faire, c'est avoir conscience des conséquences de sa volonté de vivre dans l'attachement. Est-ce qu'il a posé la question à sa femme ou à la personne avec qui il partage sa vie, s'il est en couple, est-ce que toi, ça te va ma manière de vivre l'attachement? Je dis ça parce que plusieurs fois, j'ai déjà eu le cas où des gens sont revenus me voir après en disant en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas demandé à l'autre est-ce que ma manière, mon besoin de vivre l'attachement, est-ce que ça lui correspondait? Et ça a ouvert des discussions même au sein de la famille en disant ouais, mais moi j'ai besoin un petit peu plus de respirer, par exemple, ou même à l'inverse, moi j'ai un besoin de détachement, mais est-ce que j'ai posé la question de savoir à mon entourage, est-ce que ça leur va, est-ce qu'ils sont ok avec ça? Est-ce que je leur impose pas quelque chose qui leur est insupportable aussi? Je suis pas en train de prêcher pour ma paroisse en disant le détachement c'est bien, mais c'est vraiment voilà pareil pour le pardon. Moi je suis pas d'accord avec cette injonction au pardon comme s'il fallait pardonner. Et pourtant encore une fois, moi je pense incarner le pardon. J'ai vécu des choses traumatisantes dans ma vie, j'ai fait le choix de pardonner. Alors attention, pardonner ça veut pas dire cautionner non plus l'acte. C'est encore autre chose. Mais ça fait partie des discussions qu'on peut avoir. Est-ce que pardonner c'est cautionner l'acte ou pas? Moi dans mon cas, c'est pas cautionner l'acte. Mais pardonner, c'est pas s'imposer la présence de la personne à qui on a pardonné non plus. Dans mon cas, moi. Mais pour certaines personnes, elles sont pas prêtes à pardonner et je respecte ça. Que ça soit momentanément ou jusqu'à la fin de leur jour, je suis pas ok avec le fait qu'on puisse dire à quelqu'un pour vivre en paix, il faut que tu pardonnes. Mais peut-être que justement, ça va le mettre en lutte de devoir pardonner à un moment donné où il peut pas le faire. On voit très peu les nuances entre les mots pardonner, justifier et comprendre. C'est juste. Et ça fait partie des choses qu'on aborde en philothérapie. C'est justement sur ce côté un petit peu étymologique, ou du moins tu vois, par exemple, la notion de détachement, bien souvent, je pose la question, est-ce que le détachement, c'est de l'indifférence? Parce qu'il y a des gens pour qui le détachement, c'est de l'indifférence. Et ne serait-ce que... Moi, je le sais parce que je le vis souvent. Quand je parle de détachement, j'ai des réactions épidermiques. Mais comment tu peux pas dire que t'es détaché de ta fille, tu peux pas dire que tu t'en fous. Mais c'est pas du tout ce que j'ai dit. Je l'aime, ma fille, ça j'ai aucun doute là-dessus. Et c'est pas parce que je suis détaché que je suis indifférent. Ça n'a rien à voir. Mais donc c'est le but aussi, c'est de creuser plus loin, de se poser les questions, de savoir si, pour soi-même, encore une fois, sans chercher de consensus,
est-ce que je fais pas des amalgames? Est-ce que je m'impose pas quelque chose qui est pas juste pour moi? Parce qu'en fait, je fais un amalgame. Peut-être que oui, je veux pardonner à celui qui m'a fait souffrir, mais peut-être que j'amalgame ça avec le fait que je lui dois quelque chose et que je dois m'imposer sa présence, par exemple. Bah, maintenant, quelqu'un qui me dit, moi, je suis complètement perméable et être en présence de quelqu'un qui m'a fait énormément souffrir ne me fait plus souffrir. Encore une fois, je n'irai pas dire non, tu t'imposes quelque chose. C'est quelle est ma voix, quelle est mon aspiration, vers quoi j'ai envie, enfin j'ai besoin de tendre, je dirais. Parce que l'envie, souvent, c'est peut-être aussi quelque chose qui a été conditionné. On croit avoir envie de quelque chose, on croit avoir envie de céréales, alors qu'on peut apprendre à se passer de ça et qu'au final, on s'en rend compte qu'on a plus à gagner à s'en passer qu'à en être dépendant. Mais c'est vraiment l'objectif, et moi dans tout ça en fait je suis là pour accueillir, hein, dans un premier temps, quand même être le garant du cadre, faire en sorte que les choses se passent dans la bienveillance, parce que pour moi ça par contre c'est primordial. Il y a un truc sur lequel je suis intransigeant, c'est la bienveillance. Veiller à faire du bien. Je pense qu'on peut se dire des choses dures mais bien. Je pense qu'on peut être en désaccord mais dans le respect de l'autre. Tu veux, souvent je dis, c'est chercher à comprendre l'autre sans forcément partager son point de vue ni le condamner. C'est plutôt que d'aller lui dire ah non, attends, qu'est-ce que tu veux dire là par là? Qu'est-ce que tu entends quand tu utilises ce mot? C'est quoi pour toi la définition de tel mot ou de tel concept? Parce que peut-être qu'on n'a pas la même, et peut-être que le quiproquo il est né de ça, ou peut-être qu'en fait on a la même et qu'on n'est tout simplement pas sur la même voie. Donc c'est vraiment de se dire que là, moi, mon rôle, c'est ça, c'est déjà de proposer des thèmes, mais en règle générale, les thèmes, ils viennent d'eux-mêmes. Hein. D'un thème découle un autre. Ça, je le vérifie aussi quand j'accompagne des gens pour des ateliers purement philosophiques. Un thème en fait naître un autre, et ça devient évident, et pour le groupe, oui, la prochaine fois, on va faire ça, parce que pour éviter la digression, on n'a pas suffisamment creusé cette thème-là, mais ça l'a fait ressortir, ça l'a fait émerger. Donc c'est un petit peu comme ça. Par contre, les outils, les mises en pratique, ce que moi j'appelle les mises en pratique, bien évidemment, ils attendent que ce soit moi qui les amène, sinon à quoi je sers, quoi. Donc là, je vais piocher dans ma caisse à outils, que ce soit en thérapie comportementale et cognitive, hypnose, même si c'est pas de l'hypnose profonde au sens où on l'entend, mais induction, ou tout simplement art-thérapie, où par l'art, le modelage ou ce genre de choses, on peut aussi faire ressortir beaucoup de choses. Après, c'est aussi, je ne sais pas si tu connais la communication non violente. J'essaie de la pratiquer, mais c'est pas encore ça. Mais attention, je pense, c'est un outil génial, hein, c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle, parce que je l'utilise quand il y en a besoin dans le cadre d'une thérapie de groupe. C'est-à-dire quand je sens que là, mais ça m'est déjà arrivé même en atelier philo pour le coup d'utiliser. Quand il y avait une sorte de confrontation assez violente, je me suis autorisé à enfiler entre guillemets ma casquette de thérapeute, même si c'est pas le lieu, mais c'était utile, et pour être très honnête, les personnes plus tard m'ont dit tiens, c'était vraiment utile, je me suis rendu compte de choses, donc c'était juste que je le fasse à ce moment-là, mais effectivement c'est un outil pour moi qui, encore une fois, c'est aussi de laisser le temps au temps. C'est quelque chose que je vais utiliser à des moments clés, et en même temps, j'ai conscience qu'à vouloir trop forcer le trait, on en perd sa spontanéité aussi, quoi. Donc il faut savoir aussi jongler avec notre nature humaine, et se dire que des fois... Après, tu sais, moi, souvent, quand j'accompagne des personnes, je dis que il y a des personnes au comportement toxique et des personnes au comportement maladroit. Et dans ces deux extrêmes, tu as tout un spectre en fait où il y a des gens qui oscillent entre l'un et l'autre. Qu'est-ce que j'entends par maladroit? Qu'est-ce que j'entends par comportement toxique? Une personne au comportement toxique, c'est une personne qui n'est pas en capacité de se remettre en question. Alors l'idée c'est pas de l'excuser, mais ça explique, c'est-à-dire c'est un état de fait dans son référentiel, dans sa manière de fonctionner, voire même dans l'expression de sa pathologie, elle n'est pas en capacité de se remettre en question. Une personne au comportement maladroit, parce que moi personnellement j'ai encore jamais rencontré quelqu'un de parfait, peut-être que ça existe mais je l'ai pas encore rencontré. Une personne au comportement maladroit, c'est une personne qui par moment peut utiliser un mot, mais on peut être maladroit, on peut dire des choses qui sont d'une violence sans nom pour la personne à qui on les dit, et nous on n'a même pas conscience de ce qu'on vient de faire, quoi. Parce qu'on est conditionné d'une certaine manière. Quelqu'un au comportement maladroit, il saura reconnaître sa maladresse, il saura même s'excuser. Plein de fois, ça m'arrive d'être maladroit, même au sein du cabinet, d'utiliser un mot, et je le sens bien.
Quand on est un petit peu attentif à la personne qu'on a en face de soi, elle a même pas besoin de le dire. On sent qu'on crée un malaise, on sent qu'on crée... C'est de demander, est-ce que j'ai dit quelque chose? Et de faire sentir à la personne qu'on est OK avec la critique et qu'il n'y a pas de souci, quoi. Et tout simplement, dire, écoute, oui, effectivement, j'avais pas vu les choses sous cet angle, maintenant que tu me le dis, effectivement, je peux comprendre que de ton point de vue, ça soit violent, donc je m'en excuse. Je suis convaincu que le fait de s'excuser fait plus de bien à la personne que le mal qu'on lui a fait au moment où on a commis notre maladresse. Parce qu'elle se sent, je pense, reconnue. Et puis, tu sais, c'est de dire, je suis pas fou, en fait. Ouais, il y avait quand même violence, là. Même si elle n'était pas conscientisée, même si elle n'était pas volontaire, il y a eu violence. Si dans je fais quand même 1m80 pour 90 kilos, si dans le métro je bouscule quelqu'un parce que je fais pas attention, je l'ai peut-être pas fait exprès, mais bon, c'est quand même ma responsabilité, c'est mon corps. J'ai quand même un minimum, j'ai sa responsabilité, au même titre que j'ai la responsabilité des mots qui sortent de ma bouche. Même si la personne, elle a mal interprété ce que je voulais dire, ça vaut le coup de s'expliquer et voire de s'excuser si elle nous a mal compris, parce que c'est aussi quelque chose qui est sensible pour elle et que ça peut pas faire de mal, un peu d'humilité, quoi. Et donc, je ne dis pas que la communication non violente est un outil intéressant qui minimise le risque de maladresse, mais je ne dis pas qu'il faut s'empêcher d'être maladroit par moment. C'est aussi ce qui nous fait prendre conscience de certaines choses. Donc cette maladresse, quand on sait s'en excuser, elle peut faire autant de bien après excuse à la personne vis-à-vis de laquelle on sait, qui se sent peut-être reconnue, que nous aussi de nous faire prendre conscience et d'évoluer aussi. Donc c'est ça, c'est de se dire, ok, bon, il y a un outil, il est intéressant, mais c'est aussi un peu le but de mes accompagnements thérapeutiques, qu'ils soient en individuel ou en groupe, c'est de ne pas mettre la personne en situation d'échec. Moi, les gens, ils viennent me voir avec des blessures sur lesquelles souvent ils ont mis en place des mécanismes de défense pour se protéger, mais bien souvent, c'est ce qui aussi, paradoxalement, c'est ce qui les a sauvés, c'est leur béquille. Un alcoolique qui est en grande souffrance, lui dire maintenant à partir de 20 ans t'arrêtes de boire et fais des efforts, c'est une question de volonté, c'est le mettre en situation d'échec. Il a une blessure, il cherche à se soigner par un médicament qui est inapproprié, on est d'accord. Mais il savait pas faire comme autrement, et il a fait avec ça, et ça l'a peut-être sauvé aussi. C'est peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui il est en face de moi en train de me parler. Pareil pour quelqu'un qui s'est coupé de ses émotions. Je reçois beaucoup de gens, moi, qui arrivent et qui sont complètement coupés de leurs émotions. Et on leur fait remarquer dans la vie de tous les jours, dis donc. Et en même temps, quand on a l'historique, quand on s'intéresse à leur histoire, on se rend compte qu'ils ont grandi dans des environnements où exprimer ses émotions, c'était dangereux. Quand on dit je suis pas d'accord ou ça me rend triste, ou quand on exprime ce qu'on ressent et qu'on se mange des coups, à un moment donné, on trouve un stratagème pour pouvoir éviter de se manger le moins de coups possible. Donc cette personne-là vient de me voir avec des mécanismes de défense, comme je leur dis, écoutez, c'est votre armure, on va pas cracher dessus, elle vous a sauvé. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est dans un accompagnement le plus adapté possible, à votre rythme, faire en sorte, petit à petit, enlever ces pièces d'armure qui sont peut-être devenues trop lourdes, mais sans pour autant les mettre à la poubelle. Peut-être aussi les mettre dans un coin de votre psyché, comme, je sais pas si tu vois, dans certaines habitations, il y a des armures comme ça, qui font décoration, et bon, après on aime ou on n'aime pas, mais moi je trouve ça plutôt sympa, voilà, et ça va trôner, et quelque part on va lui en rendre hommage, parce que sans ça, on n'aurait pas pu en être là où on en est maintenant. Donc c'est pas non plus de condamner, puis aussi de le faire petit à petit, sans être trop exigeant, sans mettre la personne en situation d'échec, ou de la mettre dans une situation d'auto-persuasion. Un truc auquel, moi, je pense, le thérapeute doit faire attention, c'est les personnes qui veulent faire plaisir au thérapeute. Et souvent, c'est des gens qui sont dans une volonté de plaire, parce que, pareil, le mécanisme de défense, ils ont appris que pour pouvoir exister, il fallait plaire à tout prix, et du coup, ils veulent bien faire, mais au point de s'en oublier eux-mêmes. Et ça, l'ego du thérapeute, il a plutôt intérêt à être éduqué à ça, à dire, tiens, je suis vraiment trop fort. En quelques séances, donc elle va beaucoup mieux. Moi, en général, c'est plutôt, oula, ça va un petit peu vite. Que se passe-t-il? Est-ce qu'elle n'est pas dans quelque chose où inconsciemment elle cherche à me plaire et à rendre une bonne copie pour avoir une bonne note parce que je vais la gratifier dans c'est bien, tu as fait ce qu'il fallait. Donc c'est tout ça en fait. Et la philothérapie, elle pousse le truc plus loin. Alors bien évidemment, elle ne s'adresse pas à des personnes qui sont en pleine dépression. C'est vraiment pour des personnes qui ont déjà quand même pas mal avancé dans leur chemin personnel et qui arrivent à un stade où ça peut être intéressant pour elles d'interagir avec un groupe suffisamment bienveillant pour pouvoir aborder des thèmes qui sont bien souvent plus simples à aborder en groupe, même avec des personnes qui ne sont pas d'accord avec nous, que seules en fait, dans un cheminement personnel où peut-être on a besoin d'un autre point de vue. Moi, j'adore discuter avec des gens qui ne sont pas d'accord avec moi. J'adore lire des bouquins d'auteurs qui ne partagent pas du tout mon point de vue. Pourquoi ? Parce que ça me fait toujours évoluer, d'une manière ou d'une autre. Soit ça fait bouger mon point de vue et je tends un peu plus vers eux,
soit ça me permet d'aller plus loin dans mon propre positionnement, parce que leurs arguments me permettent d'aller plus loin dans ma construction d'arguments personnels. Donc c'est toujours un enrichissement. Donc on n'est vraiment pas dans une optique où tout le monde doit être d'accord, en fait. C'est pas le but. Après, bon, si tout le monde est d'accord, c'est pareil, on ne va pas être débile et dire foutez-vous sur la gueule, c'est important. Non, mais en général, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Chacun y va de son propre. C'est aussi d'apprendre qu'on peut très bien s'entendre avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. Hein. À partir du moment où il y a bienveillance mutuelle, où il y a cette volonté de bienveillance. Dans notre podcast, on en parle, on n'est pas toujours d'accord, mais on s'aime aussi pour ça, je pense, parce qu'on n'est pas toujours d'accord, et que chacun, on est suffisamment OK avec notre ego pour savoir que quand l'autre n'est pas d'accord avec nous, c'est pas à nous qui s'en prend, mais à nos idées, quoi. Est-ce que tu peux me dire un peu plus ce que c'est la communication non violente ? Alors, c'est quelque chose qui, dans les mots, paraît très simple, mais qui est très difficile à mettre en application. En fait, c'est quelque chose qui se passe en 4 points. Ça ramène la personne à elle-même. Donc, dans un premier temps, en communication non violente, ce qu'on va demander aux gens, c'est d'être capable de s'en tenir aux faits. Ce qui veut dire d'éviter, enfin non, même de proscrire, si possible, les jugements. Et ça va même plus loin en communication non violente. Le jugement, ça peut être un jugement moral ou un jugement moral ou un jugement de valeur. Moi, je sais qu'au cabinet, je ne fais ni jugement moral, ni jugement de valeur. Par contre, je me permets des fois des évaluations. Il y a une auteure qui s'appelle... je m'en veux parce que j'ai oublié son nom, vite fait, je vais regarder si... Non, mais tu peux prendre le temps, hein, je peux couper au montage. Ouais, non, parce que moi, nous, on fait le moins de montage possible, donc je ne suis pas habitué à ça. Alice Miller, qui parlait, donc qui est une docteure en psychanalyse, je crois, qui parlait qui a beaucoup critiqué la psychanalyse et qui parlait de savoir par moment être un témoin lucide. Donc je me permets quand même en tant que thérapeute des fois de faire des évaluations, dire tiens là cette personne avec vous a été maltraitante. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que j'ai des meilleures valeurs que cette personne qui a été maltraitante, je fais un constat, une évaluation, cette personne a été maltraitante. En communication non violente, on nous dirait non, il faudrait dire à une personne qui a été maltraitante, hier tu n'as pas été maltraitante, hier tu m'as mis 3 coups. Bon, c'est les canons de la communication non violente. Dans le domaine du travail, par exemple, c'est pas tu es en retard, c'est tu es arrivé avec 15 minutes en moins par rapport à l'heure que tu avais annoncé. C'est un état de fait. Tu avais dit que tu arrivais à 9h, il est 9h15, tu es arrivé à 9h15 au lieu de 9h. Voilà, ça c'est pas une évaluation, c'est un constat de fait. Dire tu es en retard, c'est une évaluation. Ce qui, effectivement, peut être mal compris. C'est pour ça que moi, je me l'autorise en cabinet, parce que la personne que j'ai en face de moi, j'évalue le comportement de quelqu'un qui n'est pas là, pour lui faire prendre conscience aussi de quelque chose peut-être qu'elle n'a pas conscience, qu'elle a vécu de la maltraitance, parce que, faut pas croire, mais les gens qui ont été battus, bien souvent, n'ont pas conscience qu'ils ont été battus. Ça va, c'est pas grave, il y a pire. Ça, si je recevais 100 € à chaque fois que j'entendais ça, déjà, je peux l'entendre plusieurs fois dans une même séance, donc je pense que je serais riche. Mais c'est vraiment de se dire que dans le cadre de la communication non violente, on a la personne en face de soi. Donc effectivement, ça a un sens de chercher à ne pas faire d'évaluation et de s'en tenir strictement aux faits. Ensuite, c'est d'assumer la responsabilité de ce que l'on ressent. Donc d'utiliser « je ». Tu es arrivé à 9h15 au lieu de 9h, je me sens, et alors là, après, en fonction de la personne, de son vécu aussi personnel, parce que ça a un sens, c'est de dire, voilà, je me sens, je sais pas, moi, ça après, c'est la personne qui met, en essayant le plus possible d'utiliser des ressentis qui n'impliquent pas l'autre non plus, en fait. Dans le sens où, souvent, ce que je dis aux gens, c'est... imaginez que ce que vous ressentez, vous pourriez ou pas le ressentir sur une île déserte. Est-ce que ça implique forcément une autre personne, ce que vous ressentez ? C'est pas évident. Hein. C'est pour ça que la communication non violente, c'est que 4 points entre guillemets. Et là, dire bon, ça va, on fait que s'en tenir au fait. On assume la responsabilité de ses émotions. Puis après, derrière, ça nécessite aussi en plus, ça nécessite de bien se connaître. Donc, d'être capable de ressentir ce que l'on ressent, d'être capable d'avoir conscience du besoin que ça engendre chez nous. Donc, du coup, là, en l'occurrence, c'est de dire à la personne, c'est pas de lui dire, c'est d'avoir conscience qu'on aurait besoin que le lendemain, elle arrive vraiment à 9h. Et, 4e point, et pas des moindres, c'est de formuler une demande claire et réalisable à la personne qu'on a en face de soi. Une demande et non une exigence.
je vais lui demander quelque chose, il a le droit de me dire non. Il a le droit de me dire, bah oui, mais moi, il y a les grèves, donc j'arrive à 9h15, oui, mais j'arrive quand même, et c'est déjà un exploit. Et c'est aussi de se dire, voilà, j'ai fait ma demande, j'ai dit ce qui était important pour moi, mais l'autre, il a le droit de me dire qu'il ne peut pas répondre à ma demande. Et encore une fois, une demande claire et réalisable. C'est si dans un couple, on avait dit qu'on se verrait souvent, j'ai besoin qu'on se voit plus souvent. C'est pas une demande claire, parce que là, en l'occurrence, ça veut dire quoi, plus souvent? On se voyait 1 fois par mois, elle va me voir 2 fois par mois, c'est plus souvent. Et la personne va être déçue en disant, bah non, moi je voulais le voir plusieurs fois dans la semaine. Voilà, donc c'est de lui dire, bah tiens, est-ce qu'il est possible pour toi qu'on aille au restaurant 2 fois par soir, le mardi? Ça va très loin la communication, c'est le mardi et le vendredi, des choses qui soient claires, où il n'y a pas d'ambiguïté, où il n'y a pas... C'est pour ça que c'est simple à dire, mais difficile à faire. Après, la communication non violente explique aussi qu'il est possible de le faire avec quelqu'un qui n'est pas initié, c'est-à-dire en le faisant pour lui, entre guillemets. C'est-à-dire en disant, bah tiens, toujours en s'en tenant en fait, mais en essayant de l'accompagner à ce qu'il puisse exprimer ce qu'il ressent. Très bien, mais faut être très honnête, c'est relativement utopique. Dans le sens où, bah déjà, comme tu disais, si la personne, si je prends un terme psychologique, elle est clivée, hein, elle est coupée de ses émotions. Je veux dire, même un bon thérapeute, avant d'accompagner quelqu'un clivé vers le fait d'être complètement capable à l'instant T de ressentir ses émotions, des fois il lui faut du temps. Donc là, au détour d'une conversation, ça serait un petit peu, j'allais dire présomptueux, mais c'est peut-être pas le terme, mais un petit peu ambitieux de croire que c'est possible de le faire là tout de suite. Et puis il ne faut pas oublier une chose, on vit dans un monde où des personnes mal intentionnées, ça existe. Je parlais de bienveillance. Il existe aussi la malveillance, elles sont complémentaires, ces deux facettes. Veiller à faire du mal. Il y a des gens qui ont pour but, conscient ou inconscient, mais aussi conscient, de manipuler les autres, d'embrouiller les autres, voire même dans le cas de la perversion, qui prennent un plaisir, qui jouissent de la souffrance qu'il procure à autrui. Donc si on est en face de quelqu'un comme ça, qui n'a pas d'intérêt à être clair, qui n'a pas d'intérêt à entendre aussi ce qu'on ressent, voire même qui pourrait s'en servir. Moi, le nombre de personnes que je reçois encore là en début de semaine, j'avais quelqu'un qui me disait qu'il avait été, qu'on avait fait souffrir dans un cadre bien déterminé, qui s'était mis en couple avec quelqu'un d'autre. Il s'était rejoué la même chose. Au début, elle l'écoutait beaucoup. Hein. En fait, il me disait, j'ai pris conscience après qu'elle ne m'écoutait pas pour me soulager, elle m'écoutait pour avoir un maximum d'informations, pour pouvoir après se servir de ça pour me faire encore plus de mal. Donc, une personne comme ça, lui dire ce qu'on ressent, ça peut se retourner contre nous. Donc, la communication non violente, c'est vraiment quand on a des personnes suffisamment conscientes d'elles-mêmes et qui sont suffisamment dans un élan de bienveillance pour que ça puisse coller. Il y a des fois, ça ne collera pas avec des personnes. Des fois, le meilleur moyen de communication de façon bienveillante, c'est vis-à-vis de soi-même, en ne cherchant pas la communication avec certaines personnes qui ne sont pas prêtes ou qui n'ont pas envie de communiquer. Ça peut être aussi ça, des fois. C'est pour ça que c'est très complexe de le mettre en vrai, cet outil-là. Et qui, pourtant, pour moi, est génial. Hein. Attention, hein, je ne crache pas dessus, j'ai conscience de tout ce qu'il apporte. Mais je le disais tout à l'heure en off, il me semble, je ne sais plus si je l'ai dit, c'est toujours cette question de l'unicité de l'être. Ce que je disais, le pendant historique d'une personnalité, notre histoire, ce qu'un thérapeute va chercher d'une manière ou d'une autre, peu importe son outil, il y a toujours au moins le premier rendez-vous, c'est l'anamnèse. La personne, elle vient et puis elle nous raconte un peu son histoire. Et qu'on fasse de la thérapie comportementale et cognitive qui est plus centrée sur le présent, ou qu'on fasse de l'accompagnement analytique qui est plus centré sur qu'est-ce qui s'est passé par le passé pour que vous en arriviez là. Dans tous les cas, on cherche plus ou moins à voir un bout d'histoire de la personne. Mais tu vas avoir aussi ce qui est relatif à ses sens. Hein, comment est-ce qu'elle est plus visuelle, est-ce qu'elle est plus auditive? Quelqu'un que tu as fait des études, il y en a qui sont plus visuel, d'autres plus auditif, ça change. Et puis même dans le rapport à l'autre, ou le rapport au monde, il y a des gens qui sont très tactiles, d'autres nettement moins. Il y a des gens, ils ont besoin de toucher les choses pour les voir quelque part. Là où d'autres, le simple fait de les regarder ou de les écouter leur suffit. Il y a des gens, si tu leur mets une image mais sans son, ça les perturbe énormément parce que pour eux, c'est avant tout. Donc, tu as cette dimension-là. Tu as la dimension émotionnelle. Pareil, est-ce que tu es clivé ou pas? Ou est-ce que tu en es avec tes émotions? Est-ce que déjà on t'a appris à ressentir tes émotions? Parce que ça, c'est encore autre chose. Tu as la dimension de l'entendement, ce qu'on va appeler intellectuel.
Tu as la dimension, ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de l'intuition. Est-ce que j'anticipe naturellement les choses? Tu as des gens qui sont nettement moins intellectuels et plus intuitifs, et qui arrivent au même résultat que quelqu'un intellectuel, mais avec un chemin différent, plus rapide même des fois. Mais elles se brident parce qu'elles se disent « mais oui, mais c'est pas légitime dans notre société d'être intuitif. Il faut pouvoir démontrer comment on en est arrivé à cette conclusion. » Mais si la conclusion elle est juste, pourquoi devoir le démontrer? C'est pas vrai dans tous les domaines en plus. À la limite, c'est vrai en mathématiques, parce qu'on a besoin de s'assurer que la démonstration est juste, mais c'est pas vrai pour tous les domaines. Et tu as la dimension donc, spirituelle, ce que moi j'entends, comment on donne du sens à ce qui dépasse notre entendement. Et là, à partir de là, on peut le faire par le biais du religieux, mais autre. On peut être athée et très spirituel, on peut être très religieux et pas spirituel. Et inversement. Donc déjà, dans tous ces éléments-là, rétablir le dialogue entre tout ça, le lien, l'unicité, c'est pas évident. Surtout dans une société qui bride certains de ses pendants. La spiritualité, pour beaucoup, c'est vu comme quelque chose de mystique et de forcément pas crédible. L'intuition aussi. Je parle même pas des émotions. Arrête de pleurer ou enfin, moi je comprends pas, arrête de pleurer. Bah non, la personne a besoin de pleurer, ça lui fait du bien. Pour moi, c'est comme dire quelqu'un qui est joyeux, arrête de rire. Ça n'a pas de sens. Enfin, je comprends pas en fait ça. Ou même ne te mets pas en colère, comme si la colère c'était mal en soi. Alors que moi, comme je dis souvent, on n'est pas responsable de ce que l'on ressent, on est responsable de ce que l'on fait de ce que l'on ressent. Par contre, je sais une chose, hein, c'est plus on essaye d'étouffer sa colère, plus à un moment donné on risque d'exploser. Donc des fois, c'est peut-être tout simplement d'être capable d'accueillir sa colère et de se dire ok là, je ressens une colère, pourquoi ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une de mes valeurs qui n'a pas été respectée là ? Comment je peux faire ? Après, attention, on en parlait plus ou moins là dans un podcast qu'on a enregistré, mais Freud a quand même pas mal apporté, même si aujourd'hui il est beaucoup critiqué, et pour cause, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses où il était un peu trop jusqu'au boutiste, mais il a apporté le principe de plaisir et le principe de réalité, effectivement. Si je suis dans le principe de plaisir immédiat, pulsionnel, et que je commence à coller des baffes à tout le monde parce que je suis en colère, pour établir une vie en société, ça va être compliqué. Donc il y a le principe de réalité, mais le principe de réalité, c'est pas d'empêcher la réalisation du plaisir, c'est de le différer, et peut-être d'une autre manière. Donc c'est aussi de se dire, tiens, là je ressens de la colère, mais encore une fois, c'est pareil, parce que c'est pas juste quelqu'un qui va avoir des excès de colère, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas pu exprimer plein de colère qui se sont accumulées, qui à un moment donné explosent. Donc c'est pareil, tu vois, c'est compliqué. Ça sert aussi à ça, un cadre thérapeutique, en tant que thérapeute, être capable d'accompagner une personne vers l'expression de sa colère pour qu'elle puisse s'en libérer aussi. Mais sans se culpabiliser, de se dire mince, mon Dieu, c'est pas bien, j'ai ressenti de la colère. Comme s'il y avait des émotions bien. D'ailleurs, moi j'adore. Hein. Dans le spectre des émotions, t'en as 5, les plus communément admis. Tu vas avoir le dégoût, la peur, la tristesse, la colère et la joie. Sur les 5, t'en as qu'une qui est bien, les autres elles sont pas bien. Alors déjà, on part quand même avec un ratio qui est pas génial. C'est ni bien ni pas bien. Pour la colère, je suis pas d'accord. Moi je trouve qu'elle a été très valorisée rien qu'avec, par exemple, les cartoons. Puis même dans le jeu vidéo aussi, c'est un outil de puissance, c'est un outil de conquête qui est très valorisé dans ce sens-là, dans un sens très masculin. Mais est-ce que c'est de la colère ou est-ce que c'est du virilisme ? Parce que je sais pas si c'est la même chose. Mais alors moi je suis capable de me mettre en colère de manière très calme, mais vraiment. Alors tu le sens au ton de ma voix que là je suis pas forcément joyeux, mais je suis calme, je suis en paix avec ma colère. Après, alors attention, parce que là, le jeu vidéo, c'est encore autre chose pour moi, ça peut aussi servir, ça peut avoir un effet cathartique. Maintenant, Mehdi, Viens on en parle, t'en parlerait mieux que moi, mais moi je cherche aussi des fois les jeux où il y a besoin de tuer personne, parce que je trouve que ça peut être aussi intéressant. Et le côté un petit peu, oui, tout le temps, la bagarre, bon, ça a quand même ses limites, quoi. Mais ça, je n'y nie pas le fait que ça puisse être... Mais moi, je parle vraiment de... Quand je te dis réprimer la colère, c'est, par exemple, dans une école, un enfant qui se met en colère, j'entends souvent, ne t'énerve pas ou ne te mets pas en colère. Avant de lui poser la question, qu'est-ce qui te fait ressentir de la colère ? Tout de suite, il faut couper l'émotion, là. Non, hop, on arrête. Puis c'est valorisé, c'est bien. Ah, t'as bien pris sur toi. C'est vraiment ça que j'entends. Après, oui, je te rejoins sur le fait que oui, ça a été d'une certaine manière valorisé. Mais moi, j'aime beaucoup Nietzsche quand il dit que pour lui, il faut rien rejeter, faut tout accueillir. En gros, l'idée étant de sublimer ce que l'on va ressentir, sans se condamner, sans se dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Non, ok, qu'est-ce que je ressens là ? Ok, je laisse venir. Qu'est-ce que j'en fais ? C'est aussi ça de se dire. Je cite souvent cet exemple-là parce qu'il m'a marqué quand j'étais gamin.
à l'époque, à la télé, passait un homme dont tu as déjà dû entendre parler, l'abbé Pierre. Cette personne me fascinait. Il y avait quelque chose chez elle qui, même moi en tant qu'enfant, me fascinait. J'aimais beaucoup le voir. Et pas seulement parce qu'il défendait une cause qui me semblait juste, mais parce qu'il y avait quelque chose chez lui, une aura qui me fascinait. Il a fallu du temps pour comprendre ce qui me fascinait. J'ai le sentiment, peut-être à tort, mais en tout cas, c'est ce que ça révélait chez moi, qu'il a su sublimer sa colère. C'est-à-dire qu'il a su la rendre constructive et non pas destructrice. C'est-à-dire plutôt que de servir de sa colère pour casser la gueule à tout le monde, il s'est dit, cette indignation qui est en moi, je vais m'en servir pour aider les autres. Alors après, on peut dire, il aurait pu mieux faire, on peut le juger, mais en tout cas, il l'a orienté à des fins constructives. Je pense que c'est ça aussi le problème quand on veut contrôler ses émotions. Attention, hein, je fais une distinction entre maîtriser et contrôler. Maîtriser, pour moi, c'est au sens conscient et asiatique du terme. Quand je dis asiatique, plutôt chinois. Dans la pensée chinoise, un maître, c'est pas un dominant. C'est pas celui qui écrase, c'est celui qui guide. C'est celui qui est là pour accompagner. Confucius, c'est quelqu'un qui accompagnait les personnes sans vouloir les dominer, sans vouloir qu'elles correspondent exactement à ce qu'il aurait pu attendre. D'ailleurs, quand on lit Confucius, il ne s'adressait pas exactement de la même manière aux personnes qu'il avait en face de lui. On dit, tiens, Confucius se contredisait, et lui il disait, non, je ne le contredis pas, je m'adapte à la personne que j'ai en face de moi. Donc c'est vraiment, je fais une distinction entre contrôler, où là pour moi il y a vraiment une notion on vient soumettre, on vient, voilà, il y a une notion de soumission dans contrôler. Pour moi, maîtriser, c'est on vient guider. Dans la pensée chinoise, il est beaucoup question de choses sur lesquelles on n'a pas le pouvoir, mais vis-à-vis desquelles on peut chercher à tirer profit, mais pas profit au sens occidental du terme, ou toujours plus. Hein. Vraiment, moi souvent l'image que j'utilise, c'est il y a une rivière, je ne peux pas changer le sens du courant, je ne peux pas changer l'intensité du courant, par contre je peux peut-être ériger à côté un moulin et me servir de ça, ou un barrage pour pouvoir avoir de l'électricité, ou enfin ce genre de choses. Je n'aurai pas de contrôle sur l'élément, par contre, je peux peut-être quelque part m'y adapter en fait, hein, et composer avec, et plutôt que d'en souffrir, le rendre bénéfique pour moi. Donc c'est vraiment ça, c'est l'émotion, c'est vraiment un courant, quelque chose qui vient et qu'on contrôle pas, qu'on contrôle pas. On choisit pas de ressentir ou pas quelque chose, ça vient. Puis après, du coup, est-ce que j'ai développé, parce que c'est pareil, développer la capacité de. C'est pas en le disant, c'est pas en disant à quelqu'un, bon, à partir de maintenant, tu maîtrises tes émotions, que ça va changer quelque chose. Mais est-ce qu'on a appris à les accueillir et du coup à les guider, à les orienter? Ce courant d'eau, on peut peut-être, en creusant le sol, le réorienter pour qu'il passe au milieu d'un village et que ça évite aux gens de devoir faire plusieurs kilomètres pour aller chercher de l'eau. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça, en fait, se dire, j'ai rien contre la notion de maîtrise, par contre, quand il est question de contrôler, moi j'ai plus de... Et souvent, moi, ce que je crois observer, c'est qu'on demande aux gens non pas de maîtriser, mais de contrôler, de se contrôler, là. Surtout pas faire un pli. Si on est dans une réunion de boulot et qu'il y a quelque chose qui nous indigne, il y a un supérieur hiérarchique, c'est lui qui sait mieux que nous, donc on la ferme et on prend sur nous, et puis après on rentre le soir, et puis c'est les personnes qui partagent notre vie qui peuvent peut-être en payer le prix, enfin voilà, parce qu'on demande quelque chose qui est inhumain en fait. On n'est pas des machines, on est aussi des êtres émotionnels. Donc du coup, voilà, c'est le problème de quand on veut absolument faire en sorte que... Puis c'est pareil, hein, c'est d'un individu à l'autre. Hein, comme je disais, les différentes dimensions intellectuelles, tout ça. Il y a des gens qui vont être plus intellectuels que d'autres. Moi, j'ai déjà entendu des gens dire « t'es trop dans la tête ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « t'es trop dans la tête » Parce qu'il est plus dans l'intellect que toi, c'est trop. Mais est-ce que tu lui as posé la question de savoir s'il en souffrait ? S'il en souffre effectivement, mais ça vient de lui, c'est une volonté qui vient de lui. Il va dire, tiens, je pense trop et ça me fait souffrir, donc est-ce qu'il n'existe pas des outils qui peuvent lui permettre de se détacher de ses pensées ? Pourquoi pas ? Mais c'est sa demande à lui. Et s'il n'en souffre pas, si c'est stimulant pour lui, si ça lui permet de nourrir sa créativité, et que... Pourquoi il faudrait qu'il se conforme à notre propre conception des choses ? Pareil pour l'intuition, il y a des gens qui sont plus intuitifs que d'autres. Encore une fois, sans chercher la conformité, comme si tout le monde devait être pareil. C'est vraiment de rétablir le dialogue en soi. C'est que chacun soit OK avec lui-même. En fait, c'est vraiment, ça peut paraître un truc un peu farfelu, mais être en paix avec soi-même, quoi. C'est à un moment donné, je suis en paix avec moi-même, quoi. Et ouais, effectivement, je fonctionne pas de la même manière que mon voisin. Et ouais, j'ai pas les mêmes besoins que lui. Ouais, j'ai pas les mêmes aspirations que lui.
Pour moi, c'est aussi important, les personnes que j'accompagne, ça aussi c'est un thème que j'aborde en philothérapie, et celui-là j'y tiens particulièrement, la notion d'ego, mais aussi en individuel quand l'occasion se présente. Conscientiser son ego, prendre conscience qu'il est là, mais sans être dans une lutte, sans se condamner d'avoir un ego, parce que c'est Jung qui disait on passe la moitié de sa vie à se construire un ego sain et l'autre moitié à s'en débarrasser. Alors moi le mot débarrasser me dérange un peu, moi je préfère le mot détacher, parce que débarrasser, en tout cas moi dans mon vocabulaire, il y a un côté un petit peu péjoratif où c'est pas bien. Détaché, non, il a plus d'influence sur nous, ou moins du moins, quand on fait ce travail-là. Et en même temps, l'influence qu'il peut avoir pour nous, quand on l'a conscientisé, elle nous permet justement de savoir où est-ce qu'on a encore besoin de travailler pour soi. Quand il y a quelque chose qui me titille, quand il y a quelque chose qui m'irrite, c'est que je sais que là justement, il m'envoie l'indicateur que j'ai encore besoin de prendre du recul. Donc c'est aussi, c'est en faire plutôt... vraiment l'ego au sens fausse estime de soi. C'est vraiment, à un moment donné, entre guillemets, de le remettre à sa place. C'est-à-dire que souvent, quand on perd les pédales, comme on dit, ou quand on se met à agir, comme on dit souvent, c'est plus fort que moi, ou ce genre de choses, il est souvent question de l'ego. Alors qu'il soit hyperinflationniste, qu'on se croit supérieur au monde, qu'il soit déflationniste, qu'on se croit inférieur à tout le monde, ou qu'on oscille entre les deux, ce qui aussi arrive, c'est de dire à un moment donné, il a les rênes là, c'est lui qui commande. À ce moment-là, quand c'est plus fort que moi, c'est lui qui commande. Mais j'en ai même pas conscience. Et c'est à un moment donné, bon écoute, je t'ai vu, à partir de maintenant, c'est plus comme avant, ok, on va être là l'un à côté de l'autre, mais par contre, je suis plus ok pour que ce soit toi qui commande. Je vais être attentif à toi maintenant, je vais être là. Si tu veux, un petit peu comme un enfant en manque d'attention qui va tout retourner dans la pièce jusqu'à ce que, au risque de se faire disputer, mais au moins qu'on lui accorde de l'attention, quoi. C'est qu'il dit, je suis là, j'existe, fais quelque chose, vas-y, machin, là, et qui accuse des stratagèmes le plus possible pour qu'à un moment donné, même si, j'ai déjà entendu de la bouche d'un gamin qui préférait se faire frapper par ses parents plutôt que de ne pas avoir d'attention, quoi. Donc voilà. Donc c'est à un moment donné de se dire, ok, c'est bon, je t'ai vu, et maintenant, par contre, je vais reprendre les rênes, à partir de maintenant, et puis je vais puis s'autoriser de temps en temps, ça nous échappe, il a repris, parce que l'ego est un peu filou, il a repris les rênes, et puis ok, on a vu qu'il y avait des moments où, c'est aussi peut-être aussi, ce que je parlais tout à l'heure, la notion de se mettre en situation d'échec, peut-être de pas trop s'en demander, pas vouloir aller trop vite dans les mises en situation. Tu sais, il y a des situations où ton ego il va être plus stimulé que d'autres. Donc des fois se dire, bon là pour le moment c'est un peu prématuré. Pour le moment là si j'y vais, je sens que là ça va titiller mon ego, et et puis les gens à l'ego très imposant en général, ils font écho au nôtre, donc du coup c'est peut-être aussi de se dire, cette personne là pour le moment n'a peut-être pas encore fait le travail suffisant, mais même je vais même plus loin, moi les personnes qui me confrontent à mon ego, celles qui ont souvent des égos surdimensionnés, je leur suis reconnaissant quand même. Parce que grâce à elles, je me rends compte qu'il y a encore des choses à travailler. Donc quelque part, même si elles n'ont pas du tout conscience de ce que ça implique pour moi, quelque part, cette interaction-là m'a quand même permis de prendre conscience que là, il y avait quelque chose à travailler, et de mettre le doigt dessus, faire la lumière. Je recite Jung, mais il disait un truc du genre, en gros, puisque là, pour le coup, la citation est complexe, mais en gros, il disait, c'est pas en se contentant de visualiser de la lumière qu'on va s'éveiller, mais c'est plutôt en allant chercher l'ombre, quoi. Et c'est aussi parce que ça fait mal à l'ego que de découvrir l'ego. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à un moment donné, quand tu te rends compte que tu as ton ego et que par moment, tu as réagi de manière peut-être pas forcément la plus adaptée, ou au moins la plus bienveillante, tu te dis, putain, ah ouais, quand même, quoi. Ouais, avec le recul, là, franchement, cette personne, elle m'a dit ça, et j'ai répondu de telle manière, ou j'ai fait ceci, ou j'ai fait cela. Avec le recul, si c'était à refaire, je referais peut-être pas, je referais. Mais en même temps, c'est le fait de l'avoir fait qui peut te permettre de prendre conscience de ça. Donc c'est vraiment de se dire, ok, bon, ça va pas être agréable, mais ok. En tout cas, si tant est qu'on en a l'aspiration, moi il y a un truc avec lequel je suis très clair dès le départ avec les personnes que j'accompagne. Et ça, je peux tout à fait comprendre qu'elles s'en sentent pas prêtes, ou qu'elles ne veuillent pas aller sur ce terrain-là, et moi je respecte ça, et jamais j'irai leur dire elles font une erreur, ou ce genre de poncif. C'est de dire, ok, vous voulez que je vous accompagne, ok. Il faut avoir conscience d'une chose, c'est que aller vers la voie
je dirais, la connaissance de soi, c'est à un moment ou à un autre, bien évidemment en essayant de faire preuve de plus de bienveillance vis-à-vis de soi, et donc du coup c'est aussi, je pense, au thérapeute d'être en premier lieu bienveillant avec la personne, c'est d'aller vers la voie du renoncement. Le problème, c'est qu'en fait, le thérapeute ne sait pas ce dont la personne, enfin vis-à-vis de quoi la personne a besoin de renoncer. C'est-à-dire, ok, ça peut être renoncer à un schéma de comportement, comme on l'a dit, ça peut être renoncer à des relations toxiques, comme on en a parlé aussi plus ou moins, ça peut être renoncer à un système de pensée, ça peut être renoncer à plein de choses, mais on ne sait pas quoi à l'avance. Mais en fait, on sait une chose, c'est que c'est pas forcément agréable. Faut être honnête. Moi, alors, honnêtement, je crois pas aux thérapies faciles. Hein. Je crois pas aux thérapies. Je crois qu'on peut essayer de travailler à mettre en place un cadre suffisamment bienveillant pour que la personne se sente en capacité. Ça, c'est comme si je sais pas si tu as déjà été voir un kiné, quand tu donnes de la rééducation, c'est pas forcément agréable. Maintenant, s'il plie dans tous les sens, il y a une manière d'amener la personne. Un bon kiné, ça va pas être agréable, mais ça va pas être non plus désagréable. Tu vois, enfin, je sais pas si tu vois la nuance. Donc c'est aussi le rôle du thérapeute. Moi souvent je dis aux gens, vous venez accoucher de vous-même. Un accouchement, et puis c'est sans péridurale, quoi. Donc moi je suis la sage-femme, hein, je sais pas ce qui va ressortir. Alors je vais essayer de faire mon boulot le mieux possible que je puisse, mais voilà. Bon, faut en avoir conscience. Souvent je dis, c'est comme nettoyer une immense cuve de merde. Hein, c'est pas ragoûtant. Mais le truc, c'est que c'est en train de déborder. Souvent, les gens ils viennent me voir quand c'est en train de déborder. Donc bon, c'est un choix à faire. Mais voilà, il faut en avoir conscience. Il y a des moments où, j'avais pas envie de me rappeler de ça, j'avais pas envie d'ouvrir les yeux sur ça, mais que ça soit en nous ou à l'extérieur, hein, encore ce mouvement de double expansion. J'avais pas envie de me rendre compte que j'avais un ego, quoi. J'avais pas envie de me rendre compte que, là, à ce moment-là, par rapport à mon propre système de valeurs, j'ai été injuste. Parce que j'ai demandé à quelqu'un ou j'ai fait à quelqu'un quelque chose que je n'aurais pas accepté qu'on me fasse. Parce que ça, on est doué, les êtres humains, pour faire ça. On est très très doué pour faire subir aux autres ce qu'on ne voudrait pas avoir à subir nous-mêmes. Bien souvent, il y a des personnes même qui deviennent ce qu'elles combattent. C'est-à-dire qu'ils sont dans un mouvement où elles combattent quelque chose et elles finissent par le devenir. Je sais pas... Alors, je suis moi-même végétarien, donc j'ai rien contre les gens et je le fais pour des raisons éthiques personnelles. Mais c'est de dire, oui, lutter pour la cause animale en s'en prenant physiquement à des êtres humains qui, selon moi, j'allais dire croyances, mais c'est, je pense, des connaissances, après on a le droit de pas être d'accord avec ça, sont aussi des animaux. Pour moi, c'est devenir ce qu'on combat. On dit qu'il faut pas faire du mal, alors on fait du mal. Tu parlais de dissonance. Pour moi, il y a une dissonance cognitive à ce moment-là. On devient ce que l'on combat. Donc bon, c'est jamais agréable de s'en rendre compte qu'à un moment donné, on a pu être ce que l'on combattait. Parce que justement, on combattait. Après, je recite Jung, hein, mais bon, en même temps, tu as vu qu'il y avait le livre rouge qui trônait dans mon cabinet. Sans être jungien, j'aime beaucoup. Il a apporté beaucoup de choses, je pense, à ce domaine-là, même s'il est beaucoup critiqué pour son mysticisme. Il disait ce qu'on n'accepte pas chez les autres, c'est ce qu'on ne supporte pas chez soi. Et je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire, ça m'a fait beaucoup grandir. Maintenant, les gens qui m'irritent, je me dis, oula, il faut que j'aille vers cette personne-là, quoi. Elle a quelque chose à m'apprendre de moi. Des fois, c'est pas forcément stricto sensus, hein, c'est pas... Mais je vais te donner un exemple personnel. Hein. Je sais pas si jamais il écoute cette émission, s'il se reconnaîtra. Pendant des années, j'ai été casse-pied avec un ami, on se connaît plus le collège, on est toujours amis, parce que j'estimais qu'il était radin. Alors si on s'en tient au fait, effectivement, il allait être moins dépensier que moi, c'est-à-dire qu'il allait moins, même vis-à-vis de lui-même, dépenser de l'argent, bref. Et moi, ça m'insupportait. Mais vraiment, j'étais casse-pied avec lui. Vraiment, j'étais tout le temps en train de lui casser les pieds, c'est pas normal, jugement de valeur complet, hein, moi je suis généreux, toi t'es radin. C'est ce que ça disait, je ne le disais pas comme ça, mais clairement, j'avais cette prétention-là de croire que je valais mieux que lui sur ce plan-là. Jusqu'au jour où j'ai pris conscience qu'en fait, il me renvoyait à quelque chose que j'acceptais pas, que je supportais pas chez moi. À l'époque, des faits, j'étais très radin dans l'expression de mes sentiments. Donc c'était pas au sens stricto sensus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pouvais m'en défendre. Ben non, regarde, moi... je t'invite au resto quand tu veux, je fais ceci, je fais ça, je paye des cadeaux, moi j'ai pas de problème.
Mais en fait, moi par contre, j'étais très radin dans l'expression. À partir du moment où j'ai pris conscience de ça, et que j'ai travaillé ça, et que j'ai appris à exprimer mes sentiments, ça m'a pu déranger les gens radins. Hein. Enfin, voire même, je dirais, dans une certaine mesure, ils sont économes. En fait, la seule question que je me pose est leur manière de gérer leur argent, est-ce que ça les fait souffrir ou pas? S'ils me disent que non, pourquoi j'irais leur casser les pieds, quoi? Enfin, ça n'a pas de sens. Donc c'est ça, en fait, c'est des fois de se dire, oui, mais c'est pas agréable, hein. C'est pas agréable de se dire, de se regarder dans la glace, de se dire, en fait, je suis hyper radin dans l'expression de mes sentiments, quoi. Parce qu'en plus, forcément, ça veut dire remonter à pourquoi, l'origine, quelle carence j'ai eu à un moment donné pour en arriver à mettre en place ce mécanisme de défense. Enfin bref, donc c'est aussi ça, c'est qu'on le fasse par le... Mais tu sais, pour moi, n'est pas thérapeutique seulement que la thérapie au sens où on l'entend. Avant de faire une thérapie personnelle, j'ai rencontré des profs de sport, j'ai fait des sports de combat quand j'étais plus jeune, j'ai rencontré des sports de combat qui étaient des thérapeutes sans le savoir. Mais vraiment, je pense qu'ils l'ignoraient, voire même, je dirais, ayant rencontré dans ma vie pas mal de thérapeutes au sens accompagnement psychologique au sens large, quand même, je pense qu'ils étaient plus thérapeutes que certains gens, personnes qui sont reconnues dans le milieu comme thérapeutes. Parce qu'ils avaient naturellement cette bienveillance envers autrui, cette capacité d'écoute, où ils avaient aussi cette capacité à voir chez l'autre ce que lui-même ne voyait pas en lui et à le pousser, à le faire ressortir. Mais ça peut être, il y a des gens, ça peut être dans une troupe de théâtre, ça peut être, je sais pas moi, enfin, il y a plein de trucs qui peuvent être thérapeutiques en fait. Il y a des gens, ça peut être par l'expression artistique aussi, accompagné ou pas. Enfin bref, on dit qu'on peut pas être son propre thérapeute. Je suis pas totalement d'accord. C'est compliqué d'être son propre thérapeute. Faut être honnête, parce que c'est compliqué d'arriver à avoir cette prise de recul sur soi. Mais tu prends un mec comme Bouddha, Siddhartha Gautama avant d'être Bouddha. Ce mec-là, il avait pas de psy, lui. Quand tu t'intéresses à son histoire, il en a chié avant d'en arriver à l'illumination. Il en est passé par plein d'étapes, il s'est remis en question, il a remis en cause aussi. Il a été ascète pendant très longtemps, où il se torturait le corps pour tendre vers l'illumination. Et puis à un moment donné, il a remis ça en cause en disant mais non, c'est pas la bonne voie, quoi. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. Il a essuyé les plâtres aussi, parce qu'au début, on le prenait pour un huluberlu, quoi. Donc je pense que c'est un mec qui avait cette capacité d'être son propre thérapeute. En même temps, il n'avait pas le choix, il n'y en avait pas à l'époque. Mais après, attention, il l'a fait parce qu'il a rencontré, quand même, dans son parcours, il a rencontré des ascètes, tout ça, qui l'ont aussi guidé d'une manière directement ou indirectement. La vie a été thérapie. Mais de toute façon, pour moi, en fait, quand on vient, ce que je dis souvent aux gens, moi, je vais les accompagner jusqu'à un certain point. Je vais me rendre dispensable. Mais en fait, la vie, elle est thérapeutique en soi. En fait, je pense faire une thérapie, c'est être capable de prendre suffisamment de recul sur la vie pour se rendre compte que la vie en soi, elle est thérapeutique. Et qu'en fait, on se fait sa propre thérapie, plus ou moins toujours, quoi. On a été voir un thérapeute qui nous a donné des outils qui nous correspondent, et puis après on s'en sert, et puis on va en glaner d'autres, et puis même notre créativité va en mettre en place d'autres. Et en fait, constamment, en tout cas moi j'espère, que jusqu'à mon dernier souffle, je serais capable de me remettre en question. De toute façon, je crois que je m'emmerderais profondément s'il n'y avait plus de remise en question, quoi. C'est vrai que j'avais pas beaucoup de clés pour m'analyser. Il a fallu beaucoup de temps. Il a fallu en fait que je m'isole, que je me retrouve seul face à moi-même pour en fait me rendre compte de tous les mécanismes dans lesquels je manquerais très fort et qui me faisaient vraiment du mal. Tout part de cette conscience en soi et de cette conscience de soi pour réussir à trouver le truc qui nous correspond le plus, qui est le plus thérapeutique justement. Parce que c'est vrai que si on n'a pas conscience de ça, la thérapie elle semble impossible. Ouais. Si on n'arrive pas à partir de ce point-là où justement on est capable de savoir ce qui nous fait du bien et ce qui nous fait du mal, on ne sera jamais capable de faire une thérapie. Oui, il y a des gens aussi qui s'engagent dans une voie qui a pour but au début d'être thérapeutique et en fait qui s'enferment dans quelque chose, qui se libèrent jamais. Et comme tu dis, oui, il y a des choses qui peuvent être... en gros que oui, en thérapie comportementale et cognitive telle que je l'ai appris, il y a un terme que je trouve très intéressant qui s'appelle le désespoir créatif. C'est en fait, on cherche à savoir avec la personne tout ce qu'elle a pu mettre en place pour s'aider elle-même, mais qui en fait était contre-productif. Et alors là, je peux te dire que par expérience, ça peut toucher des choses qui sont thérapeutiques pour d'autres.
C'est pour ça aussi que dans l'émission de Viens on en parle, là où on parlait de psychologie positive, je mettais en garde sur le côté un petit peu systématique. Je ne dis pas que la psychologie positive est à mettre à la poubelle, je dis que quand on veut en faire une valeur absolue, ça devient dangereux. Tu peux avoir des gens qui font de la méditation une drogue. J'ai déjà entendu le récit de personne, mais c'était quelque chose qu'elle avait conscientisé elle-même. Ça la faisait souffrir, en fait, parce qu'en fait, ça l'isolait. Elle pouvait méditer 7 heures d'affilée. Donc, tu vois, ou d'autres qui... le théâtre, j'ai cité le théâtre. Pour des personnes, honnêtement, moi, mon but, quand je suis, surtout en individuel, c'est aussi... moi, je pense qu'en tant que thérapeute, on n'est jamais... c'est rare les fois où notre approche suffit à la personne. Des fois, ça peut être soit d'être d'amener la personne à se découvrir par une autre voie comme théâtre, yoga, un groupe de méditation. Parce qu'attention, je dis pas que la méditation c'est pas bien, je la pratique moi-même. Mais pour certains, c'est ce qui leur correspond. Et donc du coup, il y a l'accompagnement là au cabinet, puis il y a autre chose. Puis même des fois, ça peut être, je sais pas moi. Quelqu'un qui vient pour des mots de dos, mais des mots M-O-T-S, mais aussi M-A-U-X. Mais en même temps, bah ouais, mais la personne elle souffre, quoi. On va pas la laisser souffrir comme ça. C'est peut-être aussi qu'elle aille voir un kiné ou un ostéo, quelqu'un qui peut quand même la soulager, mais on va quand même s'occuper du côté psychosomatique. Mais bon, ça va, on a compris, on a entendu le message, donc si elle peut en plus, c'est aussi peut-être la rendre disponible aussi au travail thérapeutique. Donc j'accompagne aussi des personnes qui vont voir par exemple des masseurs shiatsu ou plein de choses, ou des acupuncteurs. En fait, moi, je cherche même pas à savoir si sur le plan scientifique c'est valable ou pas. Moi, ma seule question, c'est ce que ça permet à la personne de tendre vers elle-même. En fait, c'est tout. Et après, le reste, voilà, c'est bon. Moi, quelqu'un vient me dire, je vais voir un chaman, mais pourquoi pas? Faites attention que ça soit pas un charlatan. Mais en fait, c'est surtout ça. Puis c'est aussi moi, je l'accompagne, je suis attentif. Puis on voit bien, si quelqu'un est un charlatan, on sent bien, il se passe des choses bizarres, hein, surtout au niveau du portefeuille de la personne qu'on accompagne. Bref. Mais c'est de dire que j'ai déjà eu le cas de quelqu'un pour qui le théâtre avait été très destructeur, parce qu'elle est tombée dans une troupe. Après, il y a aussi le contexte, hein, mais bon. Et donc, du coup, elle continuait de vouloir y aller parce qu'on lui avait dit que ça lui ferait du bien, mais en fait, ça la détruisait. Parce qu'elle était au sein d'une troupe où ça ne le faisait pas du tout, quoi. Il y a une notion socratique que j'aime beaucoup, c'est la notion d'utilité. Est-ce que c'est utile, en fait? Est-ce que là, moi, ça m'est utile? Alors oui, il y a 100 000 personnes qui ont été likées la page d'un tel, et du coup... Mais peut-être que pour ces 100 000, c'est juste. Mais moi, est-ce qu'à moi, ça m'est utile? Et se dire, ok, c'est pas... On a le droit d'être différent. Je dirais même que ce qui fait le sel de l'être humain, c'est sa différence. Si on pensait tous de la même manière, on n'aurait jamais évolué déjà, parce que non, on peut pas. Il faut forcément qu'il y ait un moment donné un mec qui dise on peut pas faire autrement, là, qu'est-ce que vous en pensez? Non, parce que là, on fait comme ça, ok, mais peut-être que... Et puis, au début, on va dire, ah non, jamais de la vie. Puis, en fait, dans l'eau, il y a des gens... Mais en fait, finalement, ta manière de voir, moi, elle me correspond. Puis après, il y a peut-être ceux qui vont continuer... J'ai rien contre les conservateurs, moi, dans une certaine mesure. Je pense aussi que ça peut, encore une fois, dans une notion de discernement, être toujours progressiste, c'est pas forcément une bonne chose. On l'a vu au niveau de la technologie, ce que ça donne sur l'état de la planète. Hein. Donc, mais c'est de se dire, ok, encore une fois, de se dire, ok, vous voulez continuer de faire comme ça, pas de problème, mais par contre, nous, on voudrait faire autrement. Est-ce que c'est possible? Et donc, c'est ça aussi, c'est à un moment donné, se dire, oui, l'uniformisation, moi, c'est quelque chose que je trouve dangereux. Dangereux parce que, forcément, déjà, ça correspond pas à tout le monde. Hein. Et en plus de ça, mais c'est aliénant, en fait. Aliénant dans le sens premier du terme, ça rend fou. Je pense que ça s'entend quand tu m'écoutes parler, mais j'ai toujours été celui qui posait la question qu'il fallait pas poser. Mais des petits. J'en parlais il y a pas longtemps avec quelqu'un qui... Alors, j'ai pas vu le documentaire en question, mais j'ai eu une éducation chrétienne où j'ai fait mes 2 communions, et pour dire, j'étais impliqué. C'est-à-dire que moi, ce qu'on m'apprenait, sur le plan... Alors, j'en avais pas conscience à l'époque, mais sur le plan métaphorique, ça me plaisait. Il y avait quelque chose, tu vois, donc j'y allais pas en traînant les pieds. Au contraire, j'étais curieux. Par contre, à un moment donné, quand on me dit oui, en fait, alors voilà, Adam et Ève, ils ont été rejetés du paradis, parce que voilà, Ève, alors déjà, on est bien dans quelque chose de pas très bien, c'est la femme qui a fait une connerie, bien évidemment. Ève,
elle est partie croquer la pomme. Et la pomme, elle vient d'où? La pomme, elle vient de l'arbre de la connaissance. Ça a été très vite dans ma tête. Pourquoi c'est un mal de vouloir croquer dans l'arbre de la connaissance? Au contraire, s'il y a un Dieu, il devrait nous inciter à y aller dans ce sens-là. Bon, c'est pas passé, hein. C'est vraiment pas passé. Mais ça, c'est un parmi tant d'autres. Hein. C'était des trucs qui me valaient même des fois de me faire sortir du cours de catéchisme, parce que tu te rends compte. Mais pour moi, ça me semblait évident que non, on avait le droit de vouloir connaître, comprendre. C'est ce qu'on nous demandait de faire d'ailleurs dans ce cours-là, donc ça n'avait pas de sens. On me dit qu'il ne faut pas aller cueillir dans le fruit de la connaissance et on essaie de m'inculquer une connaissance. Pour moi, ça vrillait dans ma tête. Il y a un truc qui ne va pas. C'est là où très vite je me suis rendu compte que oui, en fait, j'ai rien contre cette religion, et j'ai rien contre les chrétiens, mais très vite j'ai compris que ça ne peut pas correspondre à tout le monde. C'est pas possible. Et j'aime bien, par contre j'avoue, j'aime bien taquiner alors j'allais dire les monothéistes parce que ça les regarde plus eux, mais les gens qui croient en un ou des dieux tout-puissants. Je leur dis souvent, mais si tu crois en un Dieu tout-puissant, tu devrais croire que s'il a choisi que le monde est tel qu'il est, s'il a fait les hommes aussi différents, c'est qu'il l'a fait volontairement. Donc vouloir combattre ça, vouloir faire du prosélytisme, c'est aller à l'encontre de la volonté de ton Dieu. En général, ça vrille un peu la tête des gens qui disent oui, non, mais parce que oui, mais peut-être pas bien, peut-être pas. Écoute, je sais pas. En tout cas, si tu as confiance en ton Dieu et confiance, tout ce qu'il a mis en place, il y a forcément un sens. Et même si les gens qui ne croient pas en ta religion sont dans le mal, il ne peut pas y avoir de bien sans le mal. Donc ils jouent leur rôle quelque part, rend leur grâce, puisque quelque part ils jouent leur rôle. Ça ne plaît pas aux gens qui veulent faire du prosélytisme. Mais pour moi, c'est le problème. Alors pour le coup, je ne suis pas favorable du tout au prosélytisme, je pense que ça c'est compris, dans le sens où c'est Emmanuel Lévinas qui disait c'est à partir du moment où on veut mettre. Et pourtant, lui, qui était juif pratiquant, croyant, disait c'est à partir du moment où on veut mettre tout le monde d'accord qu'on crée des problèmes. Il disait il y a beaucoup de guerres qui sont nées sur une volonté de mettre tout le monde d'accord. Donc en gros, c'est aussi de se dire j'ai ma croyance, il a la sienne, c'est ok quoi. On va se détendre un peu, ça va, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, et puis de toute façon, on fera les bilans à la fin de notre vie, puisqu'a priori, on verra qui avait raison, qui n'avait pas raison, on ne sait pas pour le moment. Mais j'ai souvent tendance à croire que les personnes qui veulent absolument me convaincre que leur vision des choses est la bonne, c'est qu'en fait, au fond, ils n'en sont peut-être pas vraiment convaincus, en fait, et qui cherchent à se rassurer. Il me semble, d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai parlé du bouquin Influence et manipulation. Il me semble que c'est celui que j'ai oublié, c'est la notion de preuve sociale. Plus de gens croient en quelque chose, plus cette croyance donne l'illusion d'être une vérité. Et donc, du coup, j'ai un intérêt inconscient à venir convaincre les autres que j'ai raison, parce que ça va me permettre, moi, de me soulager en les voyant. Et dans ce livre, il donne l'exemple, justement, d'une secte qui, en fait, croyait, comme beaucoup de sectes, en la fin du monde imminente, avec les extraterrestres qui allaient venir les chercher à l'instant T, les élus, bien évidemment. Mais moi, c'est un truc qui me fascine chez les gourous, c'est qu'ils se disent, mais soit ils sont fous, soit comment ils se disent, mais tiens, on arrive à la date butoir, j'ai pas trop de nouvelles des extraterrestres, bon, ça me fascine quand même. Mais bref, et donc du coup, l'instant T est arrivé, bien évidemment, la fin du monde n'a pas eu lieu, et puis en plus de ça, il n'y avait pas les extraterrestres. Alors, il s'est rattrapé, hop, il est retombé sur ses pattes tel un chat en disant... Oui, alors attendez, c'est parce qu'en fait, on a suffisamment prié, on a été suffisamment dévoué à notre cause que, en fait, la fin du monde a été retardée et que du coup, les extraterrestres viendront nous chercher plus tard. Bon. Ce qui a quand même semé un peu le trouble au sein de la communauté. Donc, certains se sont barrés, d'autres sont restés. Alors que jusqu'à présent, ils refusaient de faire des déclarations de presse ou de recevoir. Là, d'un seul coup, ils sont devenus beaucoup plus loquaces, même ils ont été chercher la presse. Et donc, en fait, dans le bouquin, il dit que c'est un phénomène de preuve sociale. On cherche d'un seul coup, notre croyance est ébranlée, donc on cherche absolument à convaincre les autres pour pouvoir se rassurer soi-même. Est-ce qu'il y a une œuvre que tu voudrais partager ? Oula, t'as 4 heures devant toi. Restreins le champ des possibles, parce que... Une œuvre. Une œuvre, oh là là. Ça peut être un livre, un film, n'importe quoi. C'est une question là, parce qu'il y a tellement de choses qui m'ont nourri que si je vais parler d'une œuvre à plusieurs égards, je ne vais pas choisir un livre de philosophie, je ne vais pas choisir un livre de psychologie, pourtant il y en aurait plein. Je ne vais pas choisir un film, je vais choisir un manga. Un manga, pourquoi ? Parce que je trouve que ça reste quand même... un domaine qui est
souvent réduit à ce qu'il est aussi en partie, mais ce qui peut être réducteur. C'est-à-dire souvent, c'est pour beaucoup de gens, les mangas, c'est la bagarre déjà. Et puis c'est des gens qui crient très fort et puis qui font des boules de... Voilà, bref. Bon, déjà, ça, c'est réducteur parce que quand on s'intéresse à ce type d'œuvre, on se rend compte que c'est beaucoup plus profond que ce qu'on veut bien l'admettre. Mais là, je vais parler d'un livre. Alors, je vais quand même vérifier parce que je me rappelle de son prénom et plus de son nom de l'auteur. Mais ça s'appelle Bonne nuit Poun Poun. Ah oui! Tu connais? Oui, je connais. Et c'est... Tu veux faire des cauchemars à tous les gens qui écoutent ce podcast? Non, alors... Ben oui, mais après, c'est l'auteur, il est Inyo Asano. Bonne nuit Poun Poun. Alors, 12 tomes, donc ça va, c'est pas trop long, c'est dense. Mais cette œuvre-là, alors oui, effectivement, c'est pas l'œuvre la plus optimiste du monde, on est d'accord. Mais déjà, je trouve le dessin formidable. Ce décalage entre la famille du héros Poun Poun, ce décalage graphique avec un trait d'une simplicité, quelque chose en plus, une sorte de poussin, et encore, c'est très simpliste, dans des décors, avec d'autres personnages extrêmement bien dessinés, très détaillés. Ça aussi, souvent on réduit le manga à quelque chose de très simple, alors que non, il existe des œuvres très, très riches. Et encore simple, ça ne veut pas dire pas riche, mais en matière de technique très poussée. Mais c'est surtout l'aspect à différents niveaux, psychologique, philosophique. Je soupçonne cet auteur d'avoir déjà lu Jung, ou au moins un peu, parce qu'il y a des références à sa façon de voir les choses. D'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, ce qu'on ne supporte pas chez les autres, c'est ce qu'on n'accepte pas chez soi. Il y fait référence à un moment donné, l'auteur, à travers d'un de ses personnages. J'ai oublié son nom, mais il y en a un qui est plus ou moins un surdoué qui s'ignore, qui est en échec scolaire, mais qui est hyper intelligent, un copain de Poun Poun, qui à un moment est sur un banc et a cette réflexion. Et clairement, il dit quasiment ça, mais en fait, ce que j'aime pas chez les autres, en fait, c'est ce que j'aime pas chez moi, quoi. Il prend conscience à un moment donné de ça. Il a cette réflexion-là, où il y a cette critique aussi, parce qu'il faut savoir quand même qu'au Japon, les sectes, c'est très développé sur ce bonheur, ce bonheur permanent qui est vendu aux gens désespérés, où l'oncle de Poun Poun, à un moment donné, le prend entre quatre yeux, il dit, il faut pas croire en ça, quoi. Et il lui dit, le bonheur, au mieux, ça peut être la capacité d'être à l'instant présent, de vivre un moment agréable, mais tu peux pas vivre que des moments de bonheur, ou alors le bonheur c'est pas ça, enfin bref, il a cette réflexion, il amène à cette réflexion-là. Alors après oui, ça traite de sujets graves. J'ai pas envie de le spoiler dans son scénario, mais même le rapport que Poun Poun a à ses parents, et surtout la mère qui pas une mère facile à vivre, et malgré ça, moi je trouve qu'il a ce tour de force à un moment donné, je sais pas si tu vas t'en rappeler, je vais pas le citer, hein, bien surtout pas, c'est alors que, en tout cas, on pourrait avoir un regard sur elle un peu déshumanisant. Je vois de quel moment tu parles. Ou d'un seul coup, mais j'ai pleuré hein, quand j'ai lu ce passage-là, où on se dit, en fait, ouais, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qui sont les siens, quoi. Et quelque part, oui, malgré ses comportements toxiques, hein, ça, je pense que l'auteur, il ne dirait pas le contraire, elle reste humaine, et elle fait du mieux qu'elle peut. Mais c'est aussi intéressant de voir ce personnage principal grandir, et puis à la fin, ça part vraiment quand même en sucette, quoi. Ouais. C'est très dur. Et en même temps, tu sais, c'est aussi peut-être pour ça que j'aime beaucoup ce type d'œuvre, c'est que ça soit sur le plan cognitif ou philosophique, je sais que le cerveau ne peut pas se développer que dans des moments de bien-être. C'est-à-dire, il a besoin de plaisir, mais aussi de déplaisir en dosage suffisant. Trop de plaisir égale atrophie du cerveau, trop de déplaisir égale atrophie du cerveau. Sur le plan cognitif, c'est de dire, le déplaisir nous pousse notre intellect à chercher des solutions pour tendre vers le plaisir. Sur le plan philosophique, c'est ça, c'est te dire à un moment donné, mais quand tout va bien, je profite, je suis là, mais c'est quand les choses commencent à se complexifier ou à être
moins agréables, voire désagréables, que là je vais commencer à raisonner, voilà. Quand je crois en quelque chose et que rien ne vient le remettre en question, ça reste figé. Quand quelque chose vient ébranler ma croyance, là je commence à pousser la réflexion, là je commence à chercher, à comprendre, à voir, si tant est qu'on ait cette aspiration-là. C'est aussi peut-être pour ça, je pense que j'aime ce type d'œuvre, c'est qu'elle pousse à la réflexion. C'est le genre d'œuvre, pour moi, tu les poses et tu réfléchis par moments, quoi. Le coup de la mer, j'ai posé le manga, je suis resté comme ça et je m'en suis voulu, pour être très honnête. À l'époque, quand je l'avais lu, cette mer, elle m'agaçait. Je m'en suis voulu d'avoir eu ce regard sur elle. Et tu sais quoi, même ça m'a fait grandir, parce que je me suis dit, mais je peux vraiment être dans le jugement au point de ne pas tenir compte de tous les tenants et les aboutissants. Et là, il me vient de me démontrer ça, et je pense qu'il l'a fait exprès, ou alors je crois que s'il l'a pas fait exprès, c'est encore plus fort. Il y a vraiment cette réflexion-là qui est née chez moi après ce passage-là. Ok. Merci beaucoup. Mais de rien.